J'ai passé la nuit au palais, ivre et errant dans le palais de la princesse. Quand tu t'es réveillé, l'empereur était furieux. Tous les fonctionnaires de la cour voulaient te mettre en pièces. Mais personne ne s'y attendait. La princesse Mingiu, que tu as déshonorée, a imploré la vie pour toi. Alors tu n'es pas mort, tu as juste été déchu de ton rang, emprisonné et envoyé dans le camp des condamnés à mort à la frontière. L'empereur pensait que ce serait ton lieu de sépulture, mais il ne savait pas qu'il avait personnellement envoyé le dieu de la mort le plus terrifiant de l'avenir. Dans le champ de bataille le plus approprié pour lui. Le premier jour dans le camp des condamnés à mort, quelqu'un t'a volé ton repas. Et t'a forcé à t'agenouiller et à supplier à genoux chaque jour. Mais à la seconde suivante, tu as utilisé ta jambe pour lui étrangler le cou et l'étrangler jusqu'à ce qu'il meure. La cellule est devenue silencieuse instantanément. Et une froide notification a résonné dans ton esprit, première mise à mort d'un ennemi. Système d'attributs de tueur d'ennemis activé. À partir de maintenant, le champ de bataille est une lutte à mort pour les ennemis. Mais pour toi, le champ de bataille est un lieu de prospérité. Le repas est servi. Le repas est servi. Au moment où tu te préparais à manger, un bruit chaotique venant de l'extérieur de la cellule. Quand les gardes sont entrés, la cellule auparavant silencieuse est soudainement devenue bruyante. Donnez-moi à manger, j'ai faim. Laissez-moi manger une bouchée, écartez-vous, ne vous mettez pas en travers. Écartez-vous tous. Sinon, je vous tuerai, vous me croyez? Si tu me tues, nous sommes tous condamnés, qui a peur de qui? Bientôt, on entendit des pas et quelques gardes en uniforme de dragon. Entrèrent avec des bols en bois. Tout le monde, calmez-vous et faites la queue, un par un. Si quelqu'un bouge ou continue de crier, il n'aura rien à manger. En voyant des mains noires et sombres s'étendre par les barreaux. Les gardes au visage impatient ont versé la nourriture dans les bols avec une cuillère en bois et ont rapidement fini. Les condamnés dans la cellule se sont tus parce qu'ils comprenaient que c'était réel. Les condamnés à mort d'aujourd'hui sont comme les prisonniers condamnés à mort de ta vie antérieure, privés de leurs droits politiques à vie. Il n'y a aucun droit humain. Sans parler d'être battu à mort, personne ne viendra aider à ramasser le corps. Et le soldat qui tue quelqu'un au maximum sera enfermé une journée. Ce genre de punition, c'est à peu près comme uriner n'importe où, non? On peut imaginer à quel point les gens dans le camp des condamnés à mort sont désespérés. Voyant les gardes arriver, tu as pris ton petit bol et tu es allé faire la queue. Si tu ne veux pas mourir, tu dois manger. Si tu es rassasié, tu as une chance de survivre. Quant à combien de temps tu pourras survivre? Pour l'instant, tu ne peux qu'avancer à pas de loup. De toute façon, il vaut mieux vivre dans la misère que de mourir. La file d'attente s'est rapprochée petit à petit. Bientôt, tu as senti une louche d'eau claire et un pain de farine gris-jaune de la taille d'une paume. C'est la nourriture d'un condamné à mort par jour. En un mois, tu t'y es habitué. Après avoir reçu la nourriture, tu t'es assis n'importe où. En regardant le pain dur, tu as souri. Avec cette sensation, tu pourrais te casser les dents en une seule bouchée. Comme avant, tu as trempé le pain dans l'eau claire. Pour le manger quand il sera un peu plus mou. Les gardes sont partis rapidement après avoir distribué la nourriture. Ici, tu attendais que le pain soit un peu ramolli et tu étais sur le point de manger. À ce moment-là, une silhouette imposante t'a soudainement enveloppé d'ombre. Petit, donne-moi à manger. Tu lèves la tête et tu vois un colosse d'au moins 1,90 m se tenir devant toi. Une longue cicatrice fend le visage du colosse, le rendant encore plus impressionnant. Ses yeux sont injectés de sang. Ses pupilles fixent intensément le pain mou flottant dans ton bol, l'avidité dans le regard. Pour un homme comme lui, même une galette de céréales de la taille d'un avant-bras ne suffirait pas à le rassasier. Que faire quand on n'a pas assez à manger? Naturellement, on choisit de voler la nourriture des autres pour se remplir l'estomac. Et tu es la cible actuelle du colosse. À ses yeux, ce petit gars maigrichon semble facile à intimider, incapable de résister. Et les choses se passent comme le colosse l'avait prédit. Tu ne résistes pas, baisse la tête et choisis le silence. Ah, tu as bien raison de faire profil bas. Le colosse affiche un sourire satisfait, s'accroupit et tend la main vers le bol contenant le pain. Dans la cellule, beaucoup voient cette scène, mais personne n'intervient pour l'arrêter. Leurs expressions varient, amusement, indifférence. Intéressant. Attendons de voir. Bref, personne n'a pitié de toi. Car c'est la règle de la vie dans la misère, et c'est la réalité, la loi du plus fort. Pour survivre, ce pain est leur seule option. Le colosse, en prenant le bol, lance d'un ton moqueur, « Petit, ne dis pas que je t'ai embêté. Vu que tu es si sage, à partir de maintenant, je veillerai sur toi dans cette cellule. Mais tu devras me donner la moitié de ton repas. Tu m'entends ?» Voyant ton silence persistant, le colosse se sent vexé et lève la main pour te gifler. Soudain, le colosse ressent un froid étrange dans son cœur. Et à cet instant précis, tu relèves la tête. Ta main droite tient quelque chose d'inconnu et fonce rapidement vers le visage du colosse. Non, une blessure béante apparaît. D'abord, un silence. Puis, un cri de douleur retentit dans la cellule. Quand tout le monde reprend ses esprits, il voit le colosse avoir déjà lâché le bol. Ses mains tremblent en l'air, et il gémit sans cesse. Dans son œil gauche,
Une pointe de bois acérée est insérée. Du sang coule en abondance de l'orbite, le rendant hideux. Mais ce n'est pas fini. Après avoir crevé l'œil du colosse, tu enroules habilement la chaîne de tes mains autour de son cou et tires violemment en arrière. Le colosse chute au sol. Ensuite, tu poses tes 2 pieds sur les épaules du colosse, puis tires à nouveau sur la chaîne dans tes mains avec toute ta force. Cette fois, le colosse oublie la douleur de son œil gauche et se débat, la chaîne serrant son cou. Perdre un œil n'est qu'une perte, mais une chaîne autour du cou le tuera. Pourtant, ses efforts sont vains. Car au-dessus de sa tête, un jeune homme frêle tire sur la chaîne de toutes ses forces, ses bras étant couverts de veines saillantes. « Pardonne-moi, je vais mourir. » Le colosse choisit de supplier. Sans expression, tu continues de tirer sur la chaîne avec une force inouïe, provoquant une telle tension. Tout son corps commença à trembler, mais il ne laissa aucune chance au costaud, car tu savais. Si le costaud survit cette fois, ce sera toi qui mourras la prochaine fois. Tu ne veux pas mourir. Alors le costaud doit mourir. Après un temps indéterminé, les luttes du costaud faiblirent de plus en plus. Son visage devint de plus en plus rouge, jusqu'à ce qu'enfin le costaud ne puisse plus tenir. Mourut avec une extrême réticence. Il n'aurait jamais imaginé mourir aux mains d'un jeune homme frêle. De l'autre côté, tu n'as pas relâché ta prise parce que le costaud avait cessé de se débattre, mais tu as serré encore plus fort pendant une demi-minute. Voyant qu'il n'y avait vraiment plus de réaction et qu'il était mort, tu as arrêté. Ouf, tu as poussé un soupir. Tu es tombé par terre, regardant le plafond noir, te disant, c'est fatigant de tuer quelqu'un. Quant à la nausée après avoir tué, dont les gens parlent souvent. À ce moment, tu n'as rien ressenti, car tu es un adulte. Tu as entendu parler de la prison. Tu en as aussi vu aux informations dans ta vie antérieure. Tu connais la cruauté des camps de prisonniers et tu as toujours tendance à penser le pire des gens. C'est pourquoi, avant d'entrer dans le camp de prisonniers, tu t'étais préparé mentalement à tout. Y compris à être obligé de tuer, et un mois dans le camp de prisonniers t'a dit que ta préparation était correcte. Car tu n'es pas la première personne à qui l'on vole de la nourriture. Pendant ce mois, tu as vu de tes propres yeux 7 ou 8 prisonniers mourir de faim parce qu'on leur a volé leur nourriture pendant longtemps, ou mourir de faiblesse dans cet endroit. C'est juste que tu as eu de la chance. Tu as survécu un mois avant de devenir la cible de quelqu'un. C'est précisément pour cette raison que lorsque le costaud a choisi de te voler ta nourriture, tu étais déjà prêt à te battre désespérément. D'après ce que je vois, tu as gagné. Tu as protégé ta nourriture et ta vie. Tu as regardé le corps du costaud, puis tu as retiré la chaîne de son cou. Parce que tu as forcé trop fort, la chaîne a laissé une profonde marque bleu-violet sur la gorge épaisse du costaud. Tu t'es levé. Tu es allé à l'endroit où le bol est tombé. Le bol s'est brisé. L'eau claire s'est infiltrée dans le sol. Il ne restait qu'un pain de nouilles détrempé, tombé sur le sol poussiéreux. Tu n'as pas dédaigné. Tu as ramassé le pain de nouilles, regardé autour de toi, trouvé un coin et t'es dirigé silencieusement vers là. Dès que tu t'es assis, les autres prisonniers se sont enfuis comme s'ils voyaient des fantômes. Tuer est facile. La plupart des gens dans le camp de prisonniers ont déjà tué, et certains ont même beaucoup tué. Après tout, ceux qui sont assis ici ont été condamnés à mort. Mais un meurtrier qui peut tuer si légèrement et sans un mot est le plus redoutable, car personne ne sait quand une telle personne pourrait soudainement devenir violente et tuer. Tu es content de voir leur réaction. Au moins, il semble que personne ne te cherchera d'ennui pour le moment. Le système de déblocage de l'attribut de tuer l'ennemi, tu t'es assis dans un coin, as sorti le pain de nouilles et as tapoté la poussière dessus. Puis tu l'as porté à ta bouche. Soudain, juste avant que le pain de nouilles n'entre dans ta bouche, une voix résonna dans ton esprit, digne, ennemi tué. Le système de déblocage d'attributs pour tuer l'ennemi est activé. Tu as obtenu 0,2 attributs en tuant un ennemi. Récompense, un attribut. La seconde suivante, tu n'as vu qu'une lumière éphémère devant tes yeux, et un panneau similaire à un jeu de ta vie antérieure est apparu devant toi. Simultanément, une introduction au système apparaît dans votre esprit. Maître, votre constitution physique. 0.8 attributs disponibles, 1 point de système, nouveau joueur. Vous n'auriez jamais imaginé avoir un système. Quand vos souvenirs ont refait surface, vous aviez bien pensé à un système, non? Mais peu importe vos expérimentations, vous n'avez jamais vu l'ombre d'un système. Qui aurait cru qu'il fallait tuer pour l'activer? Si vous n'aviez jamais tué, le système ne serait jamais activé. Si vous n'aviez pas vécu cette expérience dans le camp de la mort, seriez-vous toujours ce marquis de l'Est de Kuan? Qui sait quand le système aurait pu être activé? Après avoir attendu un peu, vous avez réprimé votre excitation. Mieux vaut tard que jamais pour avoir un système. Vous avez jeté un coup d'œil à votre panneau de système, il n'y avait que 3 lignes. Une interface simple. Vous jurez que c'est le panneau le plus simple que vous ayez jamais vu. D'après les informations dans votre esprit. Vous avez également compris la fonction du système. C'est simple et brutal, tuer des ennemis permet de faire tomber leurs attributs. Les attributs qui tombent, vous pouvez les ajouter à vous-même pour améliorer votre force. Mais pourquoi les attributs qui peuvent être ajoutés? Se trouvent-ils seulement dans la catégorie constitution physique?
En comparant avec le panneau de personnages des jeux en ligne de votre vie antérieure. Où est la vitesse, l'esprit, la force? Pourquoi n'y a-t-il que la constitution physique comme attribut? Bien que perplexe, vous vouliez d'abord tester l'effet concret du système. Vous avez regardé le panneau du système, puis une pensée vous est venue. La seconde suivante, les attributs de constitution physique et les attributs disponibles ont changé ensemble. Maître, constitution physique, 1. Attribut disponible, 1, il a augmenté. Mais l'effet, avant même d'avoir fini de penser, la seconde suivante. Une douce chaleur a envahi votre corps, se répandant instantanément dans toutes vos extrémités, et même une légère brise de fraîcheur est apparue dans votre esprit. La chaleur est venue rapidement et est partie rapidement. Elle a disparu en quelques respirations. Oui, une fois revenu à vous, vous êtes resté bouche bée. Vous avez constaté que votre corps avait subi des changements très évidents par rapport à avant. Vos muscles affûtés. Les lignes musculaires sont plus marquées. Ce qui vous a le plus surpris, c'est que votre esprit était également beaucoup plus clair. Vous avez été renforcé dans tous les domaines. À ce moment, vous semblez comprendre pourquoi il n'y avait qu'un seul attribut, la constitution physique, dans le panneau d'attributs. C'est parce que cet unique attribut, la constitution physique, vous englobe entièrement. La force, la vitesse, la constitution, l'esprit, tout est compté dans la constitution physique. À ce moment, vous voulez juste faire un pouce levé au système. Qui aurait cru que la simplicité et la brutalité deviendraient le plus grand avantage du système? Selon les instructions du système, la constitution physique moyenne d'une personne normale est de 1. Autrement dit, votre constitution physique actuelle, après une seule augmentation, vient juste d'atteindre le niveau moyen d'une personne normale. Il faut dire que ça correspond à un enfant gâté choyé depuis son enfance. Cette condition physique est même inférieure à celle d'une personne normale. Vous jetez un coup d'œil au panneau du système, sans hésiter davantage. Vous ajoutez résolument le point d'attribut restant à la constitution physique. La seconde suivante, une chaleur plus intense que jamais apparaît dans votre corps. Sous l'effet de cette chaleur, votre corps, caché sous votre tenue de sport, commence à subir des changements évidents. Les muscles se contractent et se dilatent constamment, je sens une sensation d'étirement dans mes organes internes. Mon esprit s'éclaircit également sous un flot léger, de nombreux souvenirs autrefois flous commencent à réapparaître dans mon esprit. Cette fois, le flux chaud a duré une dizaine de respirations. Il a ensuite disparu. J'ai baissé les yeux et j'ai constaté qu'après le renforcement de mon corps semblait avoir subi un second développement, devenant beaucoup plus musclé. Le maillot ample d'origine était devenu plus ajusté. Heureusement, la cellule était trop sombre, personne n'a donc remarqué mon changement. J'ai serré le poing, une sensation de puissance m'a envahi. En regardant mes mains et mes pieds, j'avais l'impression de pouvoir briser n'importe quoi à tout moment. Je savais que c'était une illusion due à l'augmentation soudaine de ma force. Une chaîne épaisse comme mon pouce. 2 paires de corps humains normaux ne pourraient pas la briser. Il faut savoir que selon les instructions du système, tuer un ennemi fait tomber 1/10 de ses attributs totaux. Cela signifie que le physique du costaud précédent était déjà le double de celui d'une personne normale, et il n'y est pas parvenu. Naturellement, je ne peux pas non plus, selon mon jugement, vouloir briser cette chaîne. Mon physique doit atteindre au moins 5 points. 5 points de physique, selon le calcul du système. Cela signifierait tuer 50 ennemis normaux. En y pensant, j'ai inconsciemment regardé les autres personnes dans la cellule. Mais j'ai vite abandonné cette idée. Je veux devenir plus fort. Mais je ne deviendrai pas plus fort bêtement. Si je tue aveuglément pour cette raison, je pense que je finirai par devenir esclave de la force. Serais-je encore moi-même à ce moment-là? De plus, le nom du système est les systèmes d'augmentation d'attributs par le meurtre d'ennemis. Comme son nom l'indique, il faut tuer des ennemis. Bien que les personnes dans la cellule soient toutes des boulets. Elles ne me doivent rien et n'ont pas de grief contre moi, elles ne comptent pas comme des ennemis. Bien sûr. Tout cela dépend de mon propre jugement. Si je n'aime pas quelqu'un, alors même s'il n'y a pas de grief, alors cette personne deviendra mon ennemi. Bref, tout dépend de ma propre perception instinctive. GRRR. Je me touche le ventre, une sensation de faim se manifeste en moi. Plus intense que la faim précédente. Un effet secondaire. Mais ça ne devrait pas être compté comme ça. Mon corps s'est renforcé, donc naturellement j'ai besoin de plus de nourriture. Malheureusement, je n'ai qu'un morceau de galette de pain détrempé. Il est impossible de compenser les besoins actuels de mon corps. J'ai légèrement tapoté la terre sur la galette de pain, puis je l'ai avalée d'un coup. Cependant, une fois en bouche, je n'ai ressenti absolument rien, comme si j'avais bourré un interstice dentaire. J'ai un peu compris pourquoi le costaud avait arraché la nourriture plus tôt. Pour quelqu'un dont le corps est en bonne santé, cette petite quantité suffit-elle? Allons dormir. Dormir permet de réduire la consommation d'énergie. Je me suis appuyé contre le mur. J'ai légèrement fermé les yeux. Dans ma main droite, je tenais toujours une écharpe de bois aiguisée. Même si mon physique actuel est le double de celui d'une personne normale, je suis toujours un corps mortel.
Si je meurs, je meurs. Donc je dois faire attention comme d'habitude. Combien de temps a passé depuis ce temps? Au milieu de votre sommeil profond, un bruit vous réveille. Vous ouvrez les yeux et voyez 2 soldats ouvrir la porte de la cellule et entrer. Oh, encore un mort. Les 2 soldats, voyant le cadavre du costaud mort, n'étaient pas surpris, comme s'ils y étaient habitués. L'un des soldats dit joyeusement, « Celui-ci est pour moi cette fois. Pour toi, pour toi. » L'autre soldat agita la main. Le premier soldat, parlant en premier, eut un air heureux, sortit un petit couteau de sa ceinture, s'accroupit à côté du costaud. Du bout des doigts, il sortit le petit couteau et le passa sur l'oreille gauche du costaud. Une oreille ensanglantée fut détachée par lui. Le soldat ne ressentit aucune nausée. Au contraire, il joyeusement enveloppa l'oreille dans un chiffon et la rangea dans sa poitrine. Finalement, les 2 soldats jetèrent un coup d'œil à la cellule, traînèrent le cadavre du costaud et partirent. En voyant cela, votre visage n'affichait aucune expression. Vous y étiez habitué. Quant à savoir pourquoi les soldats coupaient les oreilles, vous le compreniez. Car dans cette région frontalière, l'oreille gauche représentait les mérites. La dynastie Dakian était puissante car l'armée de Dakian avait un système similaire à celui de la dynastie Qin de l'Antiquité dans votre vie précédente, un système militaire. Tant que l'on servait dans l'armée et que l'on combattait des ennemis, on pouvait obtenir des grades militaires grâce aux mérites de guerre et ainsi grimper dans l'échelle sociale. Et la méthode pour calculer les mérites de guerre est très simple, utilisez l'oreille gauche de l'ennemi pour compter le nombre d'ennemis tués, puis compiler les mérites de guerre. Après tout, une personne n'a qu'une seule oreille. Tuer un ennemi et lui couper l'oreille gauche signifiait que vous aviez tué un ennemi. En remettant l'oreille gauche, on enregistrait ses mérites de guerre pour les soldats. Suffisamment de mérites permettaient d'obtenir une promotion et une augmentation de salaire. Et le costaud s'est fait couper l'oreille gauche, donc naturellement, les soldats l'utiliseraient comme mérite de guerre à la place. Heureusement, la gestion du camp de condamnés à mort par le ministère de la guerre était stricte. On autorisait les condamnés à mort à s'entretuer, mais on n'autorisait pas les soldats à les tuer eux-mêmes. Sinon, les condamnés à mort devraient non seulement se prémunir contre la mort lors des missions du camp de condamnés à mort, mais aussi se méfier des soldats de bas niveau qui pourraient les tuer. Bref, pour le dire encore une fois, les condamnés à mort n'avaient absolument personne pour eux dans le camp de condamnés à mort. Bien sûr, on ne peut pas dire que les condamnés à mort dans le camp de condamnés à mort n'aient aucun espoir. Dans cette région frontalière, depuis la création du camp de condamnés à mort de Dakian, il y avait une règle spéciale. C'est qu'un condamné à mort, tant qu'il accomplissait suffisamment de mérites de guerre, pouvait quitter légalement le camp de condamnés à mort, recevoir une nouvelle identité et recommencer à vivre dans ce monde. À ce moment-là, vos crimes seraient tous effacés, et vous pourriez recommencer une vie propre. Cependant, depuis la fondation de la dynastie Dakian, combien de condamnés à mort il y a eu, et parmi ces condamnés à mort, combien ont pu quitter le camp de condamnés à mort? Au total, moins d'une dizaine. C'est parce que la difficulté pour quitter le camp de condamnés à mort est trop élevée. Pour qu'un condamné à mort quitte le camp de condamnés à mort, selon les mérites de guerre, il faudrait environ 500 oreilles gauches. Autrement dit, il faudrait tuer 500 ennemis pour pouvoir quitter le camp de condamnés à mort. Quelle est la notion? Pour la plupart des condamnés à mort ordinaires, c'est un rêve absolument inaccessible. 500 ennemis, même s'ils restaient immobiles et que des gens ordinaires les tuaient, il faudrait probablement un long moment, jusqu'à ce que leurs mains soient fatiguées. Sans parler de tuer sur le champ de bataille. Et le plus crucial, c'est que les camps de condamnés à mort sont généralement stationnés dans les positions les plus dangereuses du champ de bataille. De cette façon, le taux de mortalité augmente considérablement. La grande majorité des condamnés à mort ne survivent même pas à la première mission. Sans parler de tuer des gens et de leur prendre leurs oreilles. Bref, cette règle donne de l'espoir. Mais désespère aussi. Vous connaissiez auparavant cette règle du camp de condamnés à mort et vous étiez désespéré. Mais maintenant, vous ne pensez plus ainsi. 500 personnes, c'est beaucoup. Mais tant que vous pouvez survivre, vous croyez qu'avec les capacités du système, vous y arriverez. Et maintenant, vous ne voulez pas seulement quitter le camp de condamnés à mort. Mais vous voulez aussi mieux vivre dans ce monde, parce que vous avez expérimenté à quel point la vie des gens de haut rang dans ce monde est confortable. Fixez-vous un petit objectif. Rassemblez 500 ennemis, oreille gauche, quittez le camp des morts. Tu y pensais secrètement. Le temps s'écoula lentement. Bientôt, une semaine s'était passée. Ce jour-là, Lidaolu était accroupi dans un coin, comme d'habitude, mangeant des nouilles instantanées réhydratées. Grâce à la démonstration de force d'il y a une semaine, personne n'avait eu le courage de le déranger cette semaine. De même, personne n'avait dérangé les autres. Après tout, personne ne savait si celui qui cherchait les ennuis était aussi discret que Lida. Et si on venait à échouer dans une tentative anodine, les conséquences seraient probablement les mêmes que pour le costaud, être tué et avoir l'oreille coupée. Le corps jeté dans la nature pour être dévoré par les bêtes. Bref, cette semaine s'était passée pacifiquement. Si le système n'était pas apparu avant, ce résultat était exactement ce que Lida voulait. Mais avec le système, il regrettait soudain d'avoir été trop formel avec ses vieux amis.
Le fait que personne ne le dérangeait signifiait aussi qu'il ne pouvait pas utiliser le système pour devenir plus fort pour le moment. Tant pis, on verra plus tard. Lida y pensait secrètement. Ce n'était qu'une semaine. Ce camp de la mort manquait surtout de gens qui cherchaient les ennuis. Réveillez-vous tous. Soudain, un bruit de pas bruyant provint de l'extérieur du vieux bâtiment. Tout le monde leva les yeux et vit un soldat en armure, manifestement supérieur aux soldats ordinaires, s'approchant sous la protection de plusieurs gardes. Un garde s'avança et demanda. « Vice-commandant Liu, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ?» Avant même d'avoir fini de parler, il fut interrompu par le vice-commandant Liu qui leva la main. « J'ai une mission. Et j'ai besoin de sélectionner 20 condamnés de votre camp. » La voix n'était pas forte, mais les condamnés des cellules voisines ont tous entendu. En un instant, presque tous les condamnés affichèrent des expressions de panique, car sélectionner des condamnés signifiait sortir pour accompagner les soldats réguliers dans des missions militaires, et dans la plupart des missions militaires, le rôle des condamnés était de mourir. Attirer l'attention de l'ennemi, servir de chair à canon. Souvent, parmi les condamnés sélectionnés, 10 reviennent, c'est de la chance. Une chance du diable. La plupart ne reviennent jamais. C'est pourquoi les condamnés paniquent en entendant cela. Car être choisi équivaut presque à la mort. Les gardes ont immédiatement demandé avec enthousiasme. Alors, vice-commandant Liu, quel genre de condamné voulez-vous? Pas trop vieux. Et pas handicapé. Vous pouvez m'aider à faire le tri. À ces mots, les condamnés âgés dans la cellule poussèrent un soupir de soulagement, tandis que ceux qui correspondaient aux critères devinrent soudainement nerveux, priant chacun dans leur cœur pour ne pas être choisis. Le garde hocha la tête et dit, « Compris, je vais faire le tri pour vous. » Je ne sais pas si c'était de la chance ou de la malchance, mais le premier cachot que le garde a choisi était celui où se trouvait Lida. 2 gardes entrèrent et regardèrent autour d'eux. Les condamnés évitaient leur regard, mais bientôt, quelqu'un fut choisi par un garde. « Toi, sors. » L'un des gardes pointa à un endroit et appela. Après un moment, voyant que personne ne se pressait de se souvenir, Yuzu eut un ricanement sur son visage. « Tu veux encore te cacher? Es-tu caché ?» Yuzu se dirigea directement vers les condamnés à mort. Il tira les cheveux d'un des condamnés à mort. « Je ne veux pas partir d'ici. » Ce condamné à mort, sachant qu'il avait été choisi, s'agita et se débattit au sol. « Non. Alors tu vas mourir maintenant. » Yuzu ne fut pas tendre, il pointa son épée vers lui. Il posa directement le couteau sur sa gorge. Instantanément, sous la stimulation de la lame froide, ce condamné à mort n'osa pas bouger. Soudain, le condamné à mort sembla avoir une idée. Il mit résolument son pouce gauche dans sa bouche. Avec un craquement, on entendit un gémissement de douleur. Le condamné à mort cracha son pouce de sa bouche, tout en affichant un sourire triomphant. Selon les lois ancestrales, celui dont le pouce est cassé est un handicapé. Si je suis handicapé, je n'ai pas besoin d'y aller, n'est-ce pas? Dès que ces mots furent prononcés, les membres du clan U rirent tous, riant de bon cœur. Le membre du clan U qui avait dégainé son épée retira également son épée. Avec un sourire de défi, il dit « Je ne m'attendais pas à ce qu'un condamné à mort comme toi comprenne les lois ancestrales. » Le condamné à mort sembla se souvenir de son passé. Il ne put s'empêcher d'afficher un sourire de fierté, disant avec confiance « J'étais autrefois un fonctionnaire de 8e rang à la cour. J'ai lu des centaines de livres depuis mon enfance. Qu'est-ce que cela compte, un fonctionnaire de 8e rang ?» Le membre du clan U afficha un air de dédain et ricanant, dit « Même si tu étais un fonctionnaire de 1er rang aujourd'hui. Si tu es entré dans ce camp de condamnés à mort, cela aurait été pareil. » Sur ce, il tira à nouveau son épée et dit sans ménagement au condamné à mort. « Je te donne maintenant 2 choix, soit tu casses ton pouce droit, soit tu sors pour moi. » Mon pouce droit? Le condamné à mort regarda sa main droite et resta figé sur place. Il n'y avait pas beaucoup de différence si son pouce gauche, qu'il utilisait moins, était cassé. Mais si son pouce droit était cassé, il serait vraiment complètement handicapé. Il ne pourrait plus rien tenir. Une fois tombé dans un tel état, dans ce camp de condamnés à mort cruelle, on pourrait dire qu'il n'attendrait plus que la mort. Il était convaincu que de nombreux condamnés à mort n'hésiteraient pas à lui jouer un tour de plus. En pensant à cela, une expression complexe traversa le visage du condamné à mort de 8e rang. Finalement, il ne put que soupirer et sortir avec résignation. Si vous sortez, vous avez encore une chance de revenir. Si votre pouce droit est cassé, vous n'aurez plus aucune chance. En voyant cela, le membre du clan U ricana et ne s'en occupa plus, continuant de choisir parmi les condamnés à mort. Face au regard du membre du clan U, tous les condamnés à mort correspondant aux critères se cachaient autant que possible dans les coins. Mais la cellule n'était pas si grande, où pouvaient-ils se cacher? Le résultat final fut que ceux qui remplissaient les conditions furent sortis un par un du groupe. Et une fois sortis, tous affichèrent une expression de désespoir. Tu sembles avoir 4 membres sains et saufs. Sors. À ce moment, Lidao vit un membre du clan U le pointeur du doigt. Il se leva simplement. Il se dirigea calmement vers le groupe de personnes sélectionnées.
Les membres du clan Yu qui sélectionnaient les gens ne purent s'empêcher de jeter un coup d'œil à Lidao, mais réalisant qu'il n'était qu'un simple beau parleur. Ils cessèrent de s'en préoccuper. Cette personne semble calme maintenant, mais quand elle sera vraiment sur le champ de bataille, elle urinerait probablement dans ses brais. Bien que Lidao paraisse calme en surface, il était intérieurement excité et un peu nerveux. Excité de pouvoir enfin quitter le camp des condamnés et voir le monde extérieur après plus d'un mois. Nerveux à cause de la mission des condamnés d'aujourd'hui. Bien que sa main dorée ne se renforce que s'il tue des ennemis, il avait pris d'énormes précautions et frappé par surprise pour réussir à tuer le gros homme précédemment. Maintenant, en sortant, il pourrait devoir faire face à de vrais ennemis qui s'entretuent, donc être nerveux est naturel. Mais il savait aussi clairement que tant qu'il survivrait à la première mission, la suite serait de plus en plus facile. Une seule cellule n'a pas été choisie. Le clan Yu en a choisi quelques autres, et les 20 derniers condamnés à mort ont été rassemblés. Le vice-chef Liu y jeta un coup d'œil. Il hocha la tête au clan Yu et dit « Alors je vais emmener ces gens ». Après avoir dit cela, il ordonna directement à ses subordonnés de les faire sortir et se retourna pour partir. Les membres du clan Yu dirent en chœur derrière lui « Bon voyage, vice-chef Liu ». Sous la conduite du vice-chef Liu, Lidao et les autres arrivèrent bientôt au pied d'un escalier. En regardant vers le haut par l'escalier, on pouvait vaguement apercevoir une lumière. En voyant l'escalier, beaucoup de gens prirent une respiration haletante. Car une fois montés par cet escalier, ils accéderaient au monde extérieur qu'ils avaient toujours désiré. Allons-y, le vice-chef Liu jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Voyant que tout le monde les avait suivis, il les emmena monter les marches. Crac, la porte en bois au sol fut ouverte de chaque côté. Le vice-chef Liu et les autres sortirent. Les condamnés à mort derrière eux sortirent un par un de la porte en bois. Instantanément, le soleil ardent inonda tout le monde. Au moment où ils virent le soleil dans le ciel, tous les condamnés à mort prirent inconsciemment une profonde inspiration. Ils semblaient humer l'air de la liberté. Cependant, une fois qu'ils eurent inspecté les menottes et les chaînes autour de leur corps, ils baissèrent à nouveau la tête, réalisant la réalité. Dans la foule, Lidao regarda le ciel et prit une profonde inspiration, humant l'air sablonneux tout en balayant les environs du regard. Il vit de nombreux stands dressés tout autour, et de nombreux soldats allaient et venaient le long de la route. Faites attention. Si vous marchez n'importe où et que l'on vous prend pour un condamné en fuite et qu'on vous tue, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Sous la conduite du vice-chef Liu, Lidao et les autres arrivèrent bientôt dans une tente. À l'intérieur de la tente, il y avait de nombreux vêtements identiques à ceux des soldats, bien qu'ils semblaient un peu usés. Mettez tous ces vêtements. Ensuite, je vous expliquerai la mission des condamnés. Le vice-chef Liu pointa les vêtements et dit. Entendant cela, les condamnés ne purent que hocher la tête mécaniquement et chercher des vêtements à enfiler. Lidao choisit une tenue qui semblait un peu plus propre, la prit, et enleva sa tenue de condamné pour l'enfiler. Quelques minutes plus tard, tout le monde avait changé de vêtements. Voyant l'apparence des condamnés, le vice-chef Liu hocha la tête. Ensuite, je vais vous expliquer la mission. Écoutez attentivement. Ce soir, votre mission en tant que condamné est de nous accompagner pour attaquer par surprise un petit camp des barbares du Nord. Si la mission est accomplie, bien que vous ne puissiez pas renoncer à votre statut de condamné, vous pourrez recevoir une récompense de service qui vous permettra de mieux vivre dans le camp des condamnés. En outre, je peux personnellement vous promettre que si la mission est accomplie, je vous récompenserai avec un grand festin avec de la viande et du vin. Peut-être que certains sont faciles à tromper, et beaucoup de condamnés, en entendant qu'il y aurait du vin et de la viande, devinrent excités. Certains condamnés avaient même la bave aux lèvres. Qui sait combien de temps ils n'avaient pas eu accès à de telles choses? Même Lidao, son estomac grogna sans vergogne. C'est inévitable, une galette par jour. Comment pourrait-on être rassasié? Voyant la réaction des condamnés, le vice-chef lui hocha la tête. Il murmura à un soldat à ses côtés, « Vous restez ici pour garder ces condamnés. Quand il fera bientôt nuit, sortez-les de la ville et donnez-leur des armes. Compris. Allez leur chercher des galettes et de l'eau. Vice-chef, vous n'avez pas besoin de gaspiller comme ça. Vous êtes stupide? Ils ne mangeront pas à leur faim. Comment auront-ils la force de vous protéger avec leur corps? Vous êtes plus intelligent, vice-chef. C'est bien ça. Sinon, pourquoi serais-je le vice-chef et vous un simple soldat? La nuit tombe vite. Lidao et les autres furent bientôt emmenés par quelques soldats dans une prairie à l'extérieur du camp. Ils rencontrèrent à nouveau le vice-chef Liu. Distribution d'armes. Sur ordre du vice-chef Liu, quelques soldats sortirent un panier rempli de toutes sortes d'armes, selon le nombre de condamnés à mort. Ils en distribuèrent une à chacun. Bientôt, tous les condamnés furent équipés d'une arme. Cependant, la qualité ne semblait pas être très bonne. Certains avaient des lances d'1 mètre de long, d'autres un bâton cassé. Certains n'avaient même plus qu'une épée brisée, ne restant plus qu'à moitié. Lidao y jeta un coup d'œil. Il eut l'impression que son arme semblait correcte, une épée pleine de rouille, communément appelée lame éolienne rouillée. Malheureusement, le tranchant de cette lame était un peu émoussé, presque un arc de cercle. On ne voyait aucune lame devant. Mais il comprenait pourquoi c'était ainsi.
face à un groupe de condamnés sans aucune loyauté. Personne ne leur fournirait de bonnes armes. Sinon, les condamnés se révolteraient et ces armes deviendraient une force contre eux. De plus, ce n'étaient que des chairs à canon sacrifiables. Donner de bonnes armes serait un gaspillage. De ce côté, les condamnés semblaient le savoir aussi. À part se plaindre doucement en privé, personne n'osait protester à voix haute. Bien sûr, même s'ils en avaient une, personne ne s'en soucierait. Les vêtements sont là. Les armes sont là. Ensuite, sous la direction du vice-chef Liu, un groupe de condamnés mêlés à une centaine de soldats s'avança vers la prairie dans la nuit. Tard dans la nuit. Sur la prairie, Li Dao et les autres, ne sachant combien de temps ils avaient marché, s'arrêtèrent enfin. Nous sommes arrivés. Sentez-vous cela? Li Dao et les autres condamnés suivirent le regard du vice-chef Liu et virent une flamme au loin sur la prairie. Autour de la flamme se trouvaient de nombreuses personnes vêtues de vêtements étranges. Beaucoup reconnurent d'un coup d'œil que ces gens n'étaient pas des habitants des grandes dynasties, mais des nomades des steppes barbares du Nord. Le vice-chef Liu se retourna et regarda les condamnés. Tout à l'heure, vous nous accompagnerez en vous faufilant. Votre tâche sera de charger et de mettre le feu. Faites du bruit pour attirer l'attention de ces barbares afin que nous puissions les attaquer par derrière. Entendant cela, les visages des condamnés s'affaissèrent. Ces hommes, attaquant le camp de l'armée du Nord, même une petite unité, équivalait à la mort. Après tout, d'un côté, il y avait l'armée régulière, et de l'autre, une troupe hétéroclite composée de condamnés. Le vice-chef Liu semblait avoir deviné leurs pensées et les consola. Ne vous inquiétez pas, je ne vous laisserai pas mourir en vain. Il vous suffit de mettre le feu et de semer le chaos. Quand nous vous rejoindrons, vous serez en sécurité. Alors, vous n'aurez qu'à vous cacher. Nous ne vous demanderons pas de tuer l'ennemi. Voyant qu'ils parlaient si sérieusement, ils hochèrent tous la tête en signe d'accord. Voyant cela, le vice-chef Liu fit signe. Une centaine de soldats réguliers de la grande dynastie se dispersèrent dans les environs dans l'obscurité. Peu après, Li Dao a suivi le groupe jusqu'à un endroit à quelques dizaines de mètres de l'armée du Nord. Le lieutenant-colonel Liu, accompagné de 2 soldats, se tenait à l'écart pour éliminer les sentinelles. Au signal du lieutenant-colonel Liu, les 2 soldats se sont précipités dans l'obscurité. Peu de temps après, les choses ont commencé à bouger. On s'est occupé de ceux de devant. Maintenant, ça dépend de vous. Attendez mon sifflet. Les misérables se sont regardés et, armés de leurs piètres armes, ont commencé à s'approcher du camp de l'armée du Nord. Momo portait une épée dans la mêlée, ni en avant ni en arrière, tenant fermement sa lame de tétanos dans sa main droite. Comme si cela pouvait lui procurer un sentiment de sécurité. Bientôt, alors que le groupe approchait du camp de l'armée du Nord, un sifflet retentit dans la nuit. C'est fini. Ces barbares du Nord. Même si je suis un misérable, je les méprise. Allez-y tous. Si vous voulez vivre, n'hésitez pas. Au son du sifflet, les misérables n'hésitèrent plus. Arrivés à ce point, ils n'avaient plus de chemin pour reculer. Dans les cris de ceux qui mouraient, un groupe de misérables se dispersa et chargea vers le camp de l'armée du Nord. Les gens dans le camp réagirent rapidement. En entendant le bruit, ils prirent immédiatement leurs armes et se rassemblèrent. À l'attaque. Prenez vos armes. Ce sont des gens de la grande dynastie Qin. Ne laissez aucun d'entre eux en vie. Les cris des soldats du Nord résonnèrent. Le camp, auparavant silencieux, devint soudainement animé. Dans une partie du camp de l'armée du Nord, Li Dao, tenant une longue épée rouillée, marchait prudemment. Voyant une tente, il utilisa sa longue épée pour accrocher le feu de camp à côté. Il l'enflamma pour créer du chaos. En un seul coup, le misérable fut renversé. Face à la peur de la mort, le misérable se mit à supplier. Pour les misérables faibles, les soldats du Nord ne montrèrent aucune pitié. Un simple coup d'épée et la tête du misérable s'envola, tombant au sol, laissant une mare de sang derrière lui. Comme Li Dao était dans la même ligne que son adversaire, le soldat du Nord leva les yeux et les rencontra. Après avoir tué un misérable, le soldat du Nord sembla prendre confiance. Face à Li Dao qui le regardait, il n'appela personne et chargea seul, épée à la main. Mourez, vous de la grande dynastie. Dès qu'il s'approcha de Li Dao, le soldat du Nord leva sa longue épée et la brandit lourdement. Li Dao leva la main pour parer, et un son strident retentit. Les 2 épées rayèrent et se figèrent en l'air. Sentant la force venant de la longue épée de son adversaire, le soldat du Nord eut une expression d'incrédulité. Il n'était qu'un soldat maigre. Pourquoi pouvait-il bloquer son épée? Le soldat du Nord se posa la question, mais Li Dao n'avait pas le temps de réfléchir. Il n'avait pas oublié sa situation. Réalisant que la force de l'adversaire n'était pas supérieure à la sienne, il fit un mouvement brusque pour repousser la longue épée du soldat du Nord. Avec un bruit sourd, il planta lourdement son épée rouillée vers le cou du soldat du Nord. Un jet de sang éclaboussa le masque de Li Dao. Mais à ce moment, un événement inattendu se produisit. Il n'a pas réussi à tuer le soldat du Nord d'un coup, car son épée était trop émoussée et s'est coincée dans le cou du soldat du Nord. Cela lui donna des frissons. Ah! Dans une douleur intense. Le soldat barbare du Nord s'effondre directement au sol et se débat. Du sang coule de sa blessure. Voyant cela,
Li Dao murmure dans son cœur, désolé. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas tuer le soldat barbare du Nord d'un coup, c'est juste que l'arme était décevante. Mais heureusement, il avait de la force. Sinon, une personne ordinaire utilisant cette épée bouclier ne pourrait pas le couper aussi profondément dans la chair. Le soldat barbare du Nord emporte l'épée bouclier avec son coup. Li Dao ne peut que ramasser la longue épée avant qu'il avait laissé tomber par terre. Li Dao la tient en main et la pèse. Je dois dire, c'est une bonne épée, ça fait quelque chose de l'utiliser. Face au soldat du Nord qui criait de douleur par terre, il n'hésite pas. Il lève résolument l'épée et lui donne une mort rapide, tout en lui coupant l'oreille gauche. Il veut tuer. Il veut aussi des mérites de guerre. L'instant d'après, un message du système retentit à son oreille. Tuer un ennemi rapporte 0.15 attributs. En voyant cette information, Li Dao ressent un sentiment de sécurité inexplicable. Car les attributs peuvent lui apporter un sentiment de sécurité. Il n'hésite pas. Profitant que l'ennemi ne s'en soit pas encore rendu compte, il ajoute résolument tous les attributs fraîchement acquis au physique. Après quelques respirations, le physique de Li Dao est terminé. Il serre la longue épée dans sa main. Peut-être à cause de l'augmentation de la force, il la trouve plus maniable. Entendant le bruit autour, Li Dao lève résolument son épée et continue d'avancer prudemment. Bientôt, il arrive devant une tente barbare du Nord. Juste au moment où il s'apprêtait à allumer un feu, il entend soudain un mouvement à l'intérieur de la tente. Li Dao s'arrête et s'approche prudemment de la porte de la tente, attendant. Effectivement, quelques secondes plus tard, une personne sort de la tente en disant. En un instant, le sang jaillit. Tuer un ennemi rapporte 0.12 attributs. Li Dao n'a pas commis d'erreur. Le message du système retentit rapidement. Ada, qu'est-ce qui ne va pas? Il semble y avoir du bruit dehors, demande la personne à l'intérieur de la tente. Entendant cela, Li Dao prend une profonde inspiration. Il lève résolument son épée et se glisse dans la tente. Vous êtes un grand homme, pourquoi? L'instant d'après. Une tache de sang éclabousse la tente blanche. Le son à l'intérieur s'arrête brusquement. Regardant le désordre dans la tente et l'odeur dans l'air, Li Dao donne un coup de pied dégoûté dans le coin du soldat barbare du Nord, jurant dans son cœur qu'il est mort. Alors que le soldat barbare du Nord au sol rend son dernier souffle. Le système comme promis, tuer un ennemi rapporte 0.13 attributs. Panneau d'attributs. Maître, Li Dao. Physique, 2.15. Attributs disponibles. 0.25. Il jette un bref coup d'œil, et Li Dao pense. Il ajoute tous les attributs disponibles au physique, avant de comprendre s'il existe d'autres utilisations pour les attributs disponibles. Ajouter au physique est son seul choix. 2.4 attributs disponibles, 0. Le physique approche de 2,5 fois celui d'une personne normale. Sa capacité d'autodéfense est à peine suffisante, mais ce n'est pas assez. Aux yeux de Li Dao, pour obtenir un réel sentiment de sécurité, il faudrait d'abord accumuler les attributs à 10. Il entend le bruit de plus en plus fort à l'extérieur de la tente. Li Dao n'a pas choisi de se cacher dans la tente, mais a utilisé sa longue épée pour couper les oreilles gauches de 2 soldats Beuyman. Il les a enveloppés dans un tissu, les a mises dans sa poitrine, puis il est sorti d'un pas décidé. Pendant ce temps, une fois que le camp de Beuyman a été complètement animé par le coup de feu au but, le commandant adjoint Liu n'a plus hésité. Il a sifflé pour ordonner à ses soldats d'attaquer le camp de Beuyman. En un instant, le camp de Beuyman fut encore plus chaotique. Les soldats de Beuyman, qui étaient encore féroces, ont perdu toute leur force en voyant l'armée régulière de Dakian. Ils n'ont plus attaqué activement, mais ont choisi de se défendre. Li Dao, tenant sa longue épée, se déplaçait partout dans le camp de Beuyman. Lorsqu'il rencontrait un soldat de Beuyman isolé, il s'avançait résolument pour l'affronter. Grâce à sa force physique supérieure à la normale, même sans aucune technique de combat, il pouvait rapidement vaincre les soldats ordinaires de Beuyman. Ainsi, il a continué à tuer et à avancer, et plus il tuait, plus il devenait facile. Ses méthodes de mise à mort n'étaient plus aussi rigides qu'au début, elles étaient devenues plus tranchantes. Finalement, les soldats de Beuyman ont découvert ce combattant redoutable, Li Dao. Ils ont commencé à se rassembler, et l'armée régulière de Dakian a également découvert Li Dao. Voyant à quel point il était puissant, ils ont pris Li Dao comme chef et ont commencé à nettoyer les soldats de Beuyman. Li Dao a frappé avec sa longue épée, aidant un soldat de Dakian à bloquer la longue épée d'un soldat de Beuyman, puis d'un revers de main, il a envoyé ce soldat de Beuyman. Merci. Face à cette vie sauvée, le soldat de Dakian fut reconnaissant. Li Dao n'entendit pas, car son attention était concentrée sur le son du système. En tuant un ennemi, vous obtenez 0,2 attributs. C'est un monstre d'élite. Il vaut presque autant que 2 soldats ordinaires. Cependant, alors que Li Dao était joyeux, une voix retentit soudain, posez vos armes. Rendez-vous et vous vivrez. C'était la voix du commandant adjoint Liu. Rendez-vous et vous vivrez. Face à ce son inattendu, Li Dao s'est affolé. Couper la route à quelqu'un, c'est comme tuer ses parents. Me demander de ne pas tuer, n'est-ce pas une perte pour moi? Avant que les soldats de Beuyman ne prennent leur décision,
Li Dao a pris une autre épée dans sa main gauche et s'est précipité vers les soldats de Beoiman avec 2 épées. En chargeant sur les soldats de Beoiman. Peut-être que la performance de Li Dao était trop exceptionnelle et folle, le cœur déjà hésitant des soldats de Beoiman s'est complètement effondré. Je me rends. Ne me tuez pas. Je me rends. Je me rends. Face à Li Dao, qui était incroyablement féroce. Les soldats de Beoiman ont tous déposé leurs armes et se sont rendus. La longue épée de Li Dao s'est arrêtée au cou d'un soldat de Beoiman. Voyant que Li Dao n'agissait pas. Ce soldat de Beoiman poussa un soupir de soulagement. Semblant percevoir le regret dans les yeux de Li Dao, le soldat de Beoiman lui lança même un regard provocateur. À la seconde suivante, un cri retentit, et une tête tomba au sol. « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi l'as-tu tué ?» Il s'était clairement rendu. « C'est un meurtre de prisonnier. Tu ne respectes pas les règles. » Les soldats de Beoiman ont commencé à critiquer Li Dao avec des mots face à cette scène. À ce sujet, Li Dao a souri méchamment et a dit d'une voix forte. « Désolé, ma main a glissé. » En entendant cela, le brouhaha s'est arrêté net, mais bientôt, ils n'ont pas pu s'empêcher de commencer à jurer. Ils ont dit des choses de plus en plus grossières. Après tout, quelle main peut glisser et couper la tête de quelqu'un? Alors qu'ils continuaient à jurer, une autre tête tomba au sol. Cette fois, le brouhaha s'est à nouveau arrêté net, et tout le monde l'a regardé avec des yeux incrédules. Même les soldats de la dynastie d'Akian étaient stupéfaits. Une fois, cela pourrait être une maladresse, mais 2 fois, cela pourrait être suspect. Li Dao tourna son regard vers les soldats de Beiman et dit doucement, « Désolé. Ma main a glissé. » Cette fois, aucun soldat de Beiman n'a osé jurer. Ils ne pouvaient que regarder Li Dao avec des yeux terrifiés et le maudire silencieusement dans leur cœur. « Qui m'a tué? Tu veux mourir ?» Une voix retentit parmi les soldats de Dakian, et bientôt le vice-chef Liu s'écarta de la foule. « Qui m'a tué ?» Le vice-chef Liu jeta un regard froid et demanda. L'instant d'après. Tous les regards se tournèrent vers Li Dao. « Comment t'appelles-tu » Le vice-chef Liu regarda Li Dao. Li Dao jeta l'épée qu'il tenait, mais leva la main. 9527. 9527. Le vice-chef Liu fut stupéfait. Soudain, il leva brusquement la tête. « Es-tu un soldat fantôme ?» Entendant les mots « soldat fantôme », tous ceux qui étaient présents, y compris les soldats de Beiman, furent stupéfaits. Li Dao ne nia pas son identité de soldat fantôme. Après enquête, il hocha la tête et admit. 4. Voyant que Li Dao l'admettait, tout le monde prit une profonde inspiration. Les soldats fantômes que tout le monde voyait. La plupart du temps mouraient au combat, ou se cachaient dans des endroits isolés, se lamentant. Mais un soldat fantôme qui combattait en première ligne avec 2 épées et qui survivait, beaucoup de gens le voyaient pour la première fois. C'était encore plus rare qu'un trésor national. Le vice-chef Liu se calma et demanda. « Pourquoi as-tu tué ?» Li Dao, ma main a glissé. Vice-chef Liu, ma main a glissé 2 fois. Li Dao. La première fois, c'était ma main gauche, la deuxième fois, c'était ma main droite. C'est différent. Vice-chef Liu, soldat de Beiman, sifflement, 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 sifflement. Avec un sifflement, une longue épée jaillit soudain du sol et transperça un soldat de Beiman. Le soldat de Beiman le plus insultant. Instantanément, toute la scène redevint silencieuse. Le visage du vice-chef Liu devint encore plus rouge. Il demanda, 9527. Je te demande, que dis-tu cette fois? Li Dao, désolé. Cette fois, mon pied gauche a glissé. Le vice-chef Liu était furieux. Cela signifie que votre pied droit glissera à nouveau plus tard? Li Dao, qui sait? Les soldats de Léman furent vaincus. Ils ne furent pas seulement vaincus par un soldat fantôme, mais ils se rendirent et furent toujours tués. Maintenant, ils sont même menacés. Ils n'ont vraiment aucun droit de l'homme. Voyant que Li Dao avait l'air d'un cochon mort qui n'avait pas peur de l'eau bouillante. Le vice-chef Liu a aussi perdu patience. Après tout, qu'est-ce que tu peux lui reprocher à un soldat fantôme? Il sera jugé par la loi militaire. Les soldats fantômes ne sont pas des soldats. Cette nuit-là, l'attaque éclair a été un tel succès. Il y a beaucoup de mérite pour le soldat fantôme 9527. De plus le soldat fantôme est puissant, plus son rôle sur le champ de bataille est grand. Leurs soldats subiront moins de pertes. Ainsi, il est encore plus réticent à le tuer. Finalement, le vice-commandant Liu ne put que faire un traitement sommaire. Légèrement contrarié, il ne savait pas. La raison pour laquelle Li Dao osait tuer des prisonniers sans discernement était qu'il pensait la même chose. Dans l'esprit de Li Dao, il était déjà condamné à mort, alors pourquoi aurait-il peur? Pourrait-il être condamné une seconde fois? Parce que tu as tué des prisonniers cette fois, tu n'auras pas ta part de gloire au combat cette fois-ci. La gloire au combat pour avoir tué l'ennemi compte-t-elle toujours? Combien d'ennemis as-tu tué? Li Dao ne dit rien. Il sortit de sa poitrine un rapport ensanglanté. En l'ouvrant, il était rempli des oreilles des soldats de Beiman. Il les compta approximativement, et il en compta 18 au total, en ajoutant les 3 au sol. Cela faisait donc 21. Le vice-commandant Liu regarda les 3 prisonniers morts au sol, son visage s'assombrit. Ces 3-là ne comptent pas.
Si tuer des prisonniers pouvait être considéré comme tuer l'ennemi, alors ce ne serait pas seulement l'Iddao qui aurait agi. L'Iddao ne s'y opposa pas. Mais si tu montes en grade, il y en a donc 18. De toute façon, les points de attribut sont acquis. Autant s'en passer. Cependant, ce sont ces 18 qui ont quand même choqué tous les soldats de Dakian présents. Dakian et Baiman s'affrontent depuis 100 ans, avec des victoires et des défaites alternées. Le rapport de force est généralement maintenu à environ 1 pour 1 point quelque chose. Autrement dit, la vie d'un soldat de Dakian ne pouvait généralement échanger que la vie d'un soldat de Baiman. Aujourd'hui, c'était une attaque nocturne. Ce rapport pourrait ne pas s'appliquer, mais au maximum, ce serait 1 pour 2. La vie d'un soldat de Dakian pouvait échanger la vie de 2 soldats de Baiman. Mais ce 9527 a directement tué 18 soldats de Baiman à lui tout seul. C'est bien plus que le nombre d'ennemis tués par la plupart des soldats réguliers de Dakian au cours de leur vie. Le vice-commandant Liu ne s'attendait pas non plus à ce que l'adversaire puisse tuer 18 soldats de Baiman d'affilée. En regardant les oreilles que l'adversaire lui tendait, le vice-commandant Liu prit une profonde inspiration, puis dit « En guise de punition pour avoir tué des prisonniers, la gloire de base de cette mission de camp vous est gracieusement accordée. S'il y en a une autre fois. La gloire au combat pour avoir tué l'ennemi vous sera également gracieusement accordée. » En entendant cela, l'Iddao esquissa un sourire. « Merci, vice-commandant. » Ayant goûté aux avantages des points d'attribut, il ne se souciait plus autant de la gloire au combat. Tant qu'il deviendrait plus fort, la gloire au combat viendrait à lui naturellement. Le vice-commandant Liu renifla. « Bien que je ne comprenne pas pourquoi tu es entré dans le camp des condamnés à mort, si tu as des capacités, utilise-les bien. Ne sois pas trop arrogant. Et n'aie pas d'autres petites idées. Tu as compris ?» L'Iddao savait ce que le vice-commandant Liu voulait dire. Il le mettait en garde de ne pas penser qu'il pouvait s'enfuir parce qu'il avait de la force. En fait, l'Iddao savait aussi que s'il avait voulu s'enfuir auparavant, il aurait pu le faire. Mais s'enfuir, et puis quoi? Lorsque tu es entré dans le camp des condamnés à mort, ta vie a été effacée. Autrement dit, tu es devenu un sans-papier. Et les sans-papiers sont rejetés et ciblés partout où ils vont. S'ils sont attrapés par le gouvernement, ils pourraient même être considérés comme des traîtres. Même s'ils s'enfuient du royaume de Dakian pour entrer dans un autre royaume, c'est pareil. Dans ce monde, ne pas avoir d'identité, c'est comme ne pas avoir de carte d'identité dans la vie précédente. Si personne ne te cherche, ça va. Mais si quelqu'un te cherche, c'est pourquoi l'Iddao n'a jamais pensé à une telle chose. Il voulait tuer sa sortie du camp des condamnés à mort ouvertement. Pour obtenir une nouvelle identité. Et la raison principale pour laquelle il a fait cela, c'est qu'il a encore de la famille dans cette vie. Pour pouvoir rentrer, il faut avoir une identité propre. Les soldats de Baiman se sont rendus. Ensuite, il faut nettoyer le champ de bataille. En général, après la fin des combats, les prisonniers devaient être gardés séparément. Il fallait les ramener. C'est peut-être parce que l'Iddao s'était montré si brillant auparavant et avait sauvé tant de soldats de l'armée du Nord qu'il n'y a pas eu de plainte. De plus, après avoir fait le compte, tout le monde a constaté que parmi les 20 prisonniers amenés cette fois-ci, seuls 9527 avaient survécu. Personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit. L'Iddao jeta un coup d'œil autour de lui et s'approcha d'un feu de camp. Sur le feu de camp, il y avait une pâte d'agneau rôti. Il ne fut pas poli, prit la pâte d'agneau rôti et commença à la dévorer comme s'il n'avait jamais mangé auparavant. Après avoir pris une bouchée et goûté le goût qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'Iddao poussa un soupir de soulagement. Tout en mangeant la pâte d'agneau, l'Iddao pensa silencieusement, statistique. L'instant d'après, un panneau apparut devant lui, propriétaire. L'Iddao, constitution, 3,16. Attribut disponible, 1,24. Après le combat initial. Sa constitution a atteint 3 fois celle d'un homme normal. Plus tard, parce que le combat était trop intense. Il n'a pas eu le temps d'ajouter des attributs, et a même accumulé beaucoup d'attributs. Tout en mangeant la pâte d'agneau rôti, il a silencieusement utilisé ses points pour tout ajouter à sa constitution. En un instant. Une chaleur intense a parcouru son corps. Peut-être que le renforcement physique vous apporte une certaine pression. Une sensation musculaire plus forte est apparue. Avec un craquement, l'Iddao a mordu fort. Il a arraché la viande d'agneau rôti, ainsi que les os à l'intérieur, et les a mangés ensemble. Grâce à sa constitution 3 fois supérieure à celle d'un homme normal. Ses dents étaient aussi exceptionnellement fortes. Les os entrant dans sa bouche étaient également broyés et avalés. Après une douzaine de respirations, la chaleur intense s'est dissipée et la force physique de l'Iddao a atteint un nouveau niveau. Propriétaire, l'Iddao, constitution. 4,4 attributs disponibles, esprit. Sa constitution est maintenant plus de 4 fois supérieure à celle d'un homme normal. L'Iddao avait l'impression qu'avec son épée rouillée du début, il pourrait trancher quelqu'un en deux d'un seul coup. Si j'avais eu cette force au début, je n'aurais pas eu à me retenir autant et j'aurais pu me précipiter dans les rangs des soldats du Nord et les massacrer. Après tout, une constitution 4 fois supérieure à la normale et globale, 4 fois la force. 4 fois l'endurance, 4 fois la capacité de récupération,
ainsi qu'une vitesse et des réactions surhumaines. PS, dans la réalité, la vitesse et les réactions n'augmentent pas proportionnellement à la force, mais progressivement. Si on prenait un seul de ces aspects, cela ne créerait pas un avantage décisif, mais si tous ces aspects s'additionnaient, l'effet serait terrifiant. Avec 4 fois la force, même un simple bâton de fer peut devenir une arme redoutable. Avec 4 fois l'endurance, il peut combattre pratiquement sans s'arrêter. Même s'il se bat toute la nuit, il ne se fatiguera pas. Avec une vitesse surhumaine. Chaque frappe est mortelle. Aucun soldat ordinaire ne pourrait esquiver ses attaques. Avec des réactions surhumaines. Aux yeux de l'ennemi, les mouvements des gens ordinaires sont au ralenti, il peut réagir rapidement et riposter à temps, surtout dans un champ de bataille d'armes froides antiques. Sa puissance de combat sera infiniment amplifiée, et ce n'est que le début. Après tout, une semaine seulement s'est écoulée depuis qu'il a obtenu le système. Il n'a vécu qu'une seule bataille. Par la suite, avec son développement, sa force ne fera que croître comme une boule de neige. Le champ de bataille a été nettoyé rapidement. Après tout, ce n'est qu'une petite équipe de barbares du Nord, il n'y a pas de fournitures importantes. Ici, Li Dao a également mangé et bu à satiété, bien que le goût ne soit pas aussi complexe que le barbecue de sa vie passée. Mais par rapport à manger de la merde dans le camp des morts, ce barbecue est un délice sur terre. Soudain, une voix retentit à son oreille. Il se retourna et vit que le vice-chef Liu était venu à ses côtés à un moment donné. À côté de lui, il y avait un cheval rouge vif. « Savez-vous monter à cheval ?» Le vice-chef Liu a tapoté le cheval et a demandé. « Oui, comment Li Dao pourrait-il ne pas savoir monter à cheval ?» Le titre de comte qu'il a hérité était celui d'un officier militaire de 3e rang. Lors de l'héritage, il y aura des gens spécialement désignés pour évaluer les arts martiaux de chevalerie. Même s'il a versé de l'argent pour sortir de la relation et ne s'est pas lié au final, il savait monter à cheval simplement. En entendant cela, le vice-chef Liu hocha la tête. « Alors monte à cheval et retourne avec nous. Je voudrais vous rappeler une dernière chose, avec vos capacités, il n'est pas impossible de sortir du camp des morts de manière légitime. Ne prenez pas de mauvaises décisions. Compris. Parce que nous sommes venus de nuit, nous retournons à cheval. » Ainsi, Li Dao est rapidement retourné au village de Shanggu avec la troupe du vice-chef Liu, c'est-à-dire là où l'armée était stationnée à la frontière. Mettez-les. Dès que Li Dao est descendu de cheval, le vice-chef Liu est venu à ses côtés et lui a tendu une paire de menottes et de chaînes de pied. Voyant cet équipement familier, Li Dao l'a calmement pris et l'a mis sur lui. Autrefois, ces choses le liaient à sa famille, mais maintenant pour lui, ces menottes et chaînes de pied ne sont qu'une transition. Il les jettera tôt ou tard. Peu de temps après, Li Dao est retourné à cet endroit familier. Dans les cachots du camp des morts, plus on voit qu'il ne faut pas chercher querelle à cette personne. Li Dao ne fait pas attention à la réaction de ces gens. Il a choisi un coin pour s'asseoir. Après la bataille acharnée précédente, le sentiment d'indignation s'est dissipé. Il ne lui restait que la fatigue. Dans sa fatigue, il s'est endormi. Cette fois, il n'y avait pas d'épines dans sa main. Parce qu'il a déjà obtenu un pouvoir plus fort que les épines. Quant à savoir s'il a été attaqué par d'autres, il ne s'en inquiétait pas. Son physique, supérieur à celui des gens ordinaires, lui donnait une perception du danger. Si une personne ordinaire s'approchait un peu de lui, il pouvait le détecter, donc il n'avait pas à s'inquiéter de ce problème. Li Dao a dormi pendant 8 heures complètes, jusqu'à midi le lendemain avant de se réveiller lentement. Il y a une odeur de viande dans son nez. Odeur de viande. Où y a-t-il de la viande? C'est vraiment une odeur de viande. Je veux manger de la viande. Il y a aussi une odeur de vin. Qui est là? Réveillez-vous pour que je puisse boire du vin. Laissez-moi manger de la viande et boire du vin. Je préférerais mourir maintenant. L'arôme s'est rapidement répandu dans les cachots. Les morts qui sentaient l'odeur. Ils sont tous devenus fous, surtout ceux qui sont emprisonnés depuis longtemps dans le camp des morts, ils préféreraient mourir plutôt que de ne pas manger de viande. Ou boire du vin. Ils se sont appuyés sur la porte de la prison. Les morts ont vu un gardien. Porteur un plateau en bois s'approcher. Sur le plateau en bois, il y avait un poulet rôti et une bouteille de vin. En voyant cette scène, les pauvres diables sont devenus encore plus fous, certains se sont immédiatement collés au barreau de la cellule. Agitant frénétiquement l'odeur de l'alcool et de la viande, puis fermant les yeux avec un claquement, comme si cela suffisait à porter la nourriture à leur bouche. Le gardien s'arrêta devant la cellule de Li Dao, déverrouilla la porte et entra avec la nourriture. « Qui est 9527 » demanda le gardien aux nombreux prisonniers dans la cellule. Li Dao se leva et s'avança vers le gardien. « C'est moi, 9527. » Li Dao sourit légèrement. « Votre performance lors de la dernière mission était excellente. C'est une récompense spéciale du centurion Liu pour vous. » Li Dao prit la viande et l'alcool, mais dit en riant, « S'il vous plaît, dites au geôlier de remercier le centurion Liu de ma part. » Bien sûr. Le gardien semblait avoir compris quelque chose, son attitude envers Li Dao n'était pas aussi méchante qu'avec les prisonniers habituels. Avant de partir, le gardien tapota l'épaule de Li Dao. Li Dao posa le vin et la viande contre le mur,
arracha une cuisse de poulet et en mordit sans cérémonie. Puis il déboucha le vin et en but une gorgée. Tous les autres prisonniers environnants, voyant cela, déglutirent en chœur. Leurs yeux fixaient la viande et le vin dans la main de Lidao. Soudain, l'un d'eux ne put s'en empêcher, se leva et s'approcha de Lidao. « Petit frère, peux-tu me laisser goûter ?» demanda Wang Yuan. « Oui, » dit Lidao. Le visage de Wang Yuan se raidit un instant. Mais il dit rapidement, « Non, je suis innocent. Je suis un fonctionnaire de la cour chargé de l'alcool. Oui, oui, oui. Connaissez-vous ce caractère ?» Lidao écrivit négligemment un caractère sur le sol avec sa main graissée. Ce caractère, je. C'est un nouveau caractère. Oui, 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 c'est un nouveau caractère. Je n'ai pas réagi tout de suite. Lidao afficha un sourire narquois. Désolé, j'ai mal vu. Ce n'est pas un nouveau caractère. L'homme eut alors une expression embarrassée, qui se transforma rapidement en un sourire plein de sarcasme. Tu te moques de moi. Et alors si je me moque de toi? L'homme se pencha vers le visage de Lidao. Lidao remarqua immédiatement quelque chose dans la main du vieil homme. Une écharpe de bois. Il avait vu qu'il l'utilisait auparavant, alors il a fait de même pour l'affronter. Si c'était le Lidao du début, il aurait vraiment pu ne pas réagir à temps et subir une perte. Mais avec sa réaction 4 fois plus rapide, l'attaque du vieil homme semblait au ralenti. Lidao esquiva habilement et attrapa le poignet de l'adversaire. Avec un astérisque crac astérisque. Accompagné d'un bruit aigu, le poignet du vieil homme fut cassé d'un coup sec. Ah! Face au cri du vieil homme, Lidao resta impassible, un léger sourire aux lèvres. Espèce de vieil homme, tu ne connais même pas le mot mort et tu prétends être un fonctionnaire? Sous le coup de la douleur, le vieil homme eut peur. Et supplia immédiatement, ne me tue pas, je ne mangerai plus. Ne me tuez pas, tous ces trafiquants méritent de mourir. Sur ces mots, il lui asséna un coup de pied. Avec un bruit sourd, le vieil homme fut projeté en l'air, tel un tableau accroché au mur. Il tomba un moment plus tard, le sang coulant abondamment de l'arrière de sa tête. C'est alors que le système émit une notification. Ennemi tué, un gain d'attribut, 0.09. Voyant la notification, je fus surpris. Je ne m'attendais pas à ce que ce vieil homme aux cheveux blancs ait un si bon corps. Mais en pensant à sa profession, j'ai compris. Si un trafiquant n'a pas un bon corps, il est facilement tué. Les trafiquants sont des criminels de l'Antiquité. Certaines femmes ou personnes âgées savent exploiter leurs atouts pour gagner la confiance des autres, et au moment où la personne âgée arbore un visage bienveillant. J'ai deviné son identité. Après tout, il est impossible qu'un vieil homme survive dans ce camp de mort sans une certaine ruse. De plus, le ton avec lequel elle me parlait ressemblait beaucoup au sourire que j'avais vu sur des photos de criminels âgés dans ma vie antérieure. Si elle m'avait souri comme ça dehors, ce n'aurait rien été. Mais dans le camp de mort, un tel sourire signifiait qu'elle me prenait vraiment pour un imbécile. Après avoir éliminé ce vieil homme, je me suis rassise pour manger comme si de rien n'était. Peut-être que ma dureté cette fois-ci a de nouveau déjoué les plans de certaines personnes. Personne n'a osé s'approcher. Voyant cela, j'ai ressenti un regret. C'est la faute de sa profession de trafiquant. Si c'était un criminel ordinaire, j'aurais pu l'ignorer. Mais pour un trafiquant, je n'ai aucune patience. Quelques minutes plus tard, j'ai mangé à ma faim. Je me suis appuyé contre le mur. Les autres prisonniers autour de moi ont vu que je mâchais même les arêtes de poulet. Ils ont tous montré une expression de déception. Ils pensaient pouvoir lécher les os, mais il ne restait même pas un seul plume de poulet. J'ai ignoré leur réaction et j'ai appliqué les attributs que j'avais gagnés à ma constitution. Maître Lidao. Constitution, 4.49. Attribut disponible, esprit. J'ai travaillé si dur, je suis encore devenu plus fort. En regardant les chaînes à mes mains, j'ai l'impression qu'elles ne peuvent plus me retenir. Cependant, si les chaînes ne peuvent pas me retenir, mon statut de prisonnier le peut certainement. Donc je dois attendre. Le temps a continué de s'écouler, et 3 jours sont passés rapidement. Pendant ces 3 jours, j'ai passé mon temps dans la prison à dormir ou à méditer. Mais je n'étais pas impatient. Si je n'avais pas montré ma force, ce serait une chose. Mais maintenant que j'ai révélé ma force, je crois que le sous-commandant Liu et les autres dans le camp ne me laisseront pas partir. C'est à ce moment qu'un bruit de pas s'est fait entendre de l'extérieur de la porte. Un garde est apparu devant la porte de la cellule. Il ouvrit la porte de la cellule et cria dans la prison, 9527, sors un moment. Je me suis levé, je me suis étiré, et je suis sorti de la cellule en traînant les pieds. Pendant ce temps, j'ai vu beaucoup de gens dans les cellules me regarder avec une expression de réjouissance malveillante. À leurs yeux. C'était la première fois que je sortais en mission, et mon retour était purement dû à la chance. La prochaine fois, je mourrais certainement dehors. En sortant de la cellule, j'ai rapidement rencontré une connaissance. Sous-commandant Liu, 9527, je n'ai pas beaucoup de temps. En me voyant, le sous-commandant Liu m'a salué le premier. J'ai souri légèrement. La viande était délicieuse et le vin aussi. Peut-être parce que nous avons déjà eu affaire l'un à l'autre. Le sous-commandant Liu semblait très familier. Il s'est avancé, m'a tapé sur l'épaule et a dit avec un sourire.
Si cette mission est accomplie, la récompense sera doublée pour toi. Li Dao, sans rien dire, voit que la mission du commandant Liu ne semble pas simple cette fois. En entendant cela, le commandant Liu retira son sourire et dit à voix basse. La mission de cette fois est un peu difficile. Nous devons tendre une embuscade à une unité de cavalerie du Nord barbare. Une unité de cavalerie du Nord barbare. En entendant cela, Li Dao voulait dire que ce n'est pas juste un peu difficile, pour les mercenaires ordinaires, c'est une tâche d'une difficulté infernale. Et la raison pour laquelle il dit cela, c'est entièrement parce que les Nord barbares sont célèbres pour leur cavalerie. La dynastie des Nord barbares, en tant que pays composé d'innombrables tribus nomades, est la plus douée pour entraîner les chevaux et la cavalerie. On peut dire que même un enfant de 3 ans chez les Nord barbares peut maîtriser l'équitation. On peut imaginer à quel point les cavaliers qu'ils choisissent parmi tant de gens sont redoutables. De plus, la cavalerie a une forte mobilité, donc il est généralement difficile de s'en occuper. Cependant, Li Dao n'avait aucune peur en son cœur. Ou plutôt, grâce aux capacités du système, il a transformé la peur en enthousiasme. Pour les combats, il était plus excité qu'effrayé. Bien sûr, sa force actuelle a aussi joué un rôle. S'il était encore dans son état faible d'avant, il aurait fui. Et c'est nous qui mènerons l'assaut. Li Dao a remarqué que pendant qu'il parlait avec le commandant Liu, de nombreux mercenaires, menés par divers guerriers, approchaient. Le commandant Liu n'a pas répondu directement à la question, il a juste cligné des yeux. Il a jeté un coup d'œil à l'uniforme de Li Dao. Cela devait être une confirmation. Ensuite, comme pour les missions précédentes, Li Dao et son groupe ont été conduits hors du camp pour changer de vêtements, puis le commandant Liu a expliqué la mission. Lorsque le groupe de mercenaires a entendu que la mission consistait à tendre une embuscade à des cavaliers du Nord barbare, ils ont tous montré des expressions réticentes, mais en voyant les gardes militaires aux épées dégainées autour d'eux, personne n'a osé en dire plus. Il y avait une chance de survivre en essayant. S'ils réagissaient maintenant, ils mourraient sur place. Peut-être parce que la mission était urgente, le commandant Liu a fait distribuer les armes aux soldats après avoir expliqué la mission. La différence avec la fois précédente, c'est qu'après que les armes ont été distribuées devant eux, elles n'étaient plus des armes usées, mais 2 longs sabres flambant neufs. Et cette scène a instantanément déséquilibré les mercenaires qui avaient reçu de vieilles armes. Je ne suis pas d'accord, pourquoi avons-nous tous ces vieux trucs? Et ces armes sont si neuves, je veux aussi des armes neuves. C'est ça, nous voulons aussi des armes neuves, pourquoi sommes-nous tous des mercenaires? Il est différent de nous, vous discriminez. Ce beau parleur ne mérite pas de si bonnes armes. Les mercenaires ont rapidement commencé à exprimer leur mécontentement avec des mots. Soyez tous plus calmes que moi. Soudain, une voix a fait taire toutes les paroles des mercenaires. Le commandant Liu regarda les mercenaires et dit froidement, « Si vous voulez des armes comme 9527, allez les prendre aux soldats du Nord barbare vous-même, pillez-les. Si vous les attrapez, elles seront à vous. » Et lui? Le commandant Liu sourit. Il regarda la personne qui parlait. « Désolé, ces 2 épées. C'est ce qu'il a pris aux soldats du Nord barbare lors de sa dernière mission. » En entendant cela, tous les mercenaires ont montré des expressions incrédules. Peut-être que la mission était très importante cette fois. Donc les mercenaires sélectionnés semblaient tous assez robustes. Bien que Li Dao ait subi plusieurs renforcements, sa corpulence de l'extérieur n'a pas beaucoup changé. Il semblait toujours un peu maigre. Par conséquent, il était considéré comme le plus agile parmi ses mercenaires. C'est aussi à cause de cela que cela a suscité tant de doutes. Voyant cela, le commandant Liu sourit. Regardez Li Dao, vous pouvez essayer de les convaincre. Wensheng. Li Dao hocha la tête et regarda un groupe de morts-vivants avec un sourire narquois. Qui n'est pas d'accord, faites un pas en avant. Gagnez-moi, et ces 2 couteaux m'appartiendront. L'aigle peint est tombé. Une personne s'est immédiatement frayé un chemin parmi les morts-vivants jusqu'à Li Dao. Il mesurait près de 2 mètres, costaud et noir. Il avait l'air imposant. Voyant cela, beaucoup de morts-vivants qui n'avaient pas réagi réalisèrent leur regret. S'ils avaient su que le beau parleur était si peu impressionnant, ils se seraient avancés plus tôt. Le gros homme noir semblait savoir qu'il avait eu un avantage. Il afficha un sourire joyeux et se moqua de Li Dao, « Jeune homme. Si tu me donnes volontairement les 2 couteaux que tu as en main maintenant, je pourrais envisager de te frapper doucement. Sinon, je risque de te tuer accidentellement. » Astérisque swish, astérisque un couteau jaune vif fut planté devant le gros homme noir. Li Dao leva la main et fit un geste. « Arrête de dire des bêtises. Tu cherches la mort ?» Voyant qu'il était si provoqué par un beau parleur, le gros homme noir saisit résolument sa longue épée. Li Dao fonça droit sur le visage de Li Dao, lui donnant un coup de pied de côté. Il semblait vouloir le tuer. Voyant cela, Li Dao leva simplement son épée, puis la balança. Alors que tout le monde pensait que Li Dao serait impuissant face au coup du gros homme noir, on entendit un astérisque clac, astérisque et la lame se brisa. Quand tout le monde reprit ses esprits et regarda Li Dao et le gros homme noir, ils découvrirent que la lame de Li Dao était intacte, tandis que le gros homme noir n'avait plus qu'une moitié de sa lame, qu'il tenait dans sa main. C'était stupide. À la seconde suivante, on entendit un déchirement,
suivi d'une fissure qui s'étendit directement du front du gros homme noir jusqu'à son ventre. Instantanément, une grande quantité de sang jaillit de la fissure. Le gros homme noir tomba également au sol. Tuer un ennemi donne 0,2 attributs. L'alerte du système illumina les yeux de Lidao. Ce gros homme noir n'avait pas pris de muscles pour rien, il lui avait donné tellement d'attributs. Heureusement, je ne suis pas sorti aussi vite pour chercher la mort. Le commandant adjoint Liu regarda les morts-vivants. Avez-vous d'autres objections? Sur ces mots, l'Alliance des morts-vivants secoua la tête. Celui qui avait eu une objection tout à l'heure était encore chaud. Comment oserait-il encore avoir une objection? S'il n'y a pas d'objection, alors préparez-vous à partir. Dans 2 heures. Après un certain temps de trajet, les hommes de l'épidémie arrivèrent à l'endroit de l'embuscade. L'endroit de l'embuscade se trouvait à la jonction de 2 sommets de montagne. Il y avait une ancienne route au milieu, avec des collines et des forêts de chaque côté. Et la mission de Lidao était de sortir en premier pour bloquer les cavaliers barbares du Nord une fois qu'ils seraient arrivés ici, en coopération avec le commandant adjoint Liu et ses soldats. Pour encercler et anéantir les cavaliers barbares du Nord ici. Vous attendez ici un moment. Le commandant adjoint Liu arrangea les morts-vivants à leur position. Il envoya 2 éclaireurs vérifier quand les cavaliers barbares du Nord arriveraient à ses côtés. Lidao, tenant sa longue épée, s'appuya contre un arbre et aiguisa lentement son épée avec une pierre. Bien qu'il ait beaucoup de force, tuer est aussi une question d'efficacité, comparé à se battre à main nue. Une épée peut tuer l'ennemi plus rapidement. L'entretien des armes est donc très important. En même temps, il a également profité de l'occasion pour ajouter les attributs que le Carbonaro noir avait laissé tomber. Sur son physique. Maître, Lidao. Physique 4.7. Attribut disponible. Il a déjà un corps presque 5 fois plus fort que celui d'un homme ordinaire. Je ne sais pas si ce corps peut continuer à s'accumuler indéfiniment. S'il peut s'accumuler indéfiniment, ce serait vraiment trop monstrueux. Pendant ce temps. Peu de temps après, les éclaireurs envoyés par le vice-chef Liu sont revenus. Chef adjoint, la cavalerie des barbares du Nord arrive. Les éclaireurs sont revenus et ont couru vers le vice-chef Liu pour lui faire rapport sur la situation. En entendant cela, le vice-chef Liu s'est immédiatement levé et a dit aux prisonniers, « Mettez-vous tous en embuscade rapidement. Attendez mon signal, puis nous chargerons ensemble pour intercepter cette cavalerie des barbares du Nord. Absolument aucun ne doit s'échapper. » Lidao a pris son long sabre et s'est silencieusement rendu à l'endroit qu'il avait choisi. C'était déjà la 2e fois. Donc, il n'était plus aussi nerveux qu'à la première fois. Au lieu de cela, il y avait un sentiment d'impatience inexplicable dans son cœur. Le temps a passé lentement. Finalement, après le temps d'une bâton d'encens, les ombres de la cavalerie des barbares du Nord sont apparues sur la route de montagne lointaine. Lidao, avec ses sens aiguisés, aperçut que la respiration des prisonniers autour de lui, y compris celle des soldats de l'armée régulière, s'était épaissie. Mais c'est normal. La cavalerie des barbares du Nord a une réputation bien établie, gagnée par le combat. Naturellement, cela inquiète les gens. La cavalerie des barbares du Nord s'approchait lentement du lieu de l'embuscade. Le vice-chef Liu avait déjà mis la main à sa bouche, prêt à donner l'ordre. Au niveau de la cavalerie des barbares du Nord, Jian Yu a lancé des flèches vers la cavalerie des barbares du Nord. Juste au moment où tout le monde pensait que cette embuscade allait réussir, personne n'a remarqué qu'un sourire froid est apparu sur les lèvres du chef des barbares du Nord au sein de la cavalerie. Réponse. Soudain, une voix a retenti dans la cavalerie des barbares du Nord. L'instant d'après, la cavalerie des barbares du Nord a agi à l'unisson, sortant un bouclier de fer de leur sacoche sur le côté de leur cheval pour se défendre. Lorsque les flèches sont tombées, la plupart ont été bloquées par les boucliers de fer. Seule une petite partie est tombée sur les chevaux des barbares du Nord, mais cette partie n'avait plus d'importance. Le vice-chef Liu a également senti que quelque chose n'allait pas. La réaction de la cavalerie des barbares du Nord était trop rapide. Ils ont réagi presque instantanément. C'était comme s'ils s'étaient préparés à l'avance. Cependant, ils n'avaient plus le temps de spéculer, car son armée. Les prisonniers se sont directement élancés vers eux. J'ai également senti que quelque chose n'allait pas, mais j'ai hésité juste un peu. Puis j'ai chargé avec les prisonniers, car je savais toujours une chose, c'est qu'avec mon corps actuel, je peux tout à fait me battre et voir comment ça se passe. Si ça ne va pas, je peux m'enfuir. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas bêtement perdre ma vie ici. Voyant que les prisonniers avaient chargé, le vice-chef Liu réfléchissait rapidement. Finalement, j'ai donné l'ordre, chargez tous ensemble. À ce moment, lorsque les prisonniers ont dévalé la pente, la cavalerie des barbares du Nord semblait également s'y attendre. La cavalerie des deux côtés a sorti leurs lances de 3 mètres de long et les a dirigées vers les prisonniers qui chargeaient. En une seule volée, la moitié des prisonniers ont été transpercés sur place. L'autre moitié a été effrayée par cette scène, sans savoir s'il fallait charger ou pas. Cependant, Lidao ne s'est pas soucié de ça et a rapidement sorti son sabre et a chargé. Ces lances peuvent arrêter un homme ordinaire, mais elles ne peuvent pas arrêter Lidao, qui a un corps près de 5 fois plus fort qu'un homme ordinaire. La cavalerie des barbares du Nord a également repéré Lidao.
Juste au moment où l'Idaho était sur le point de se précipiter au milieu de la cavalerie des barbares du Nord, derrière la première rangée de cavaliers, plusieurs lances sont soudainement sorties et se sont dirigées droit vers l'Idaho. Et ces lances ne sont pas lancées au hasard, chacune a sa propre cible. Sans exception, elles visaient les points vitaux du corps humain. Si c'était une personne ordinaire face à une attaque aussi soudaine, elle serait probablement désorientée. Transpercée par plusieurs lances, les yeux de l'Idaho se sont illuminés. Sous la concentration. Ces lances lui semblaient lentes. Il a esquivé entre les lances grâce à son corps puissant. Il s'est directement jeté dans l'encerclement des cavaliers du Nord. Cette scène a stupéfié les cavaliers environnants. Ils n'auraient jamais imaginé que quelqu'un pourrait esquiver leur attaque parfaite de cette manière. Mais à ce moment-là, l'Idaho n'avait pas le temps de les laisser s'étonner. Il a regardé les cavaliers du Nord en armure. Et a frappé directement avec son sabre. Crac! Un coup louré. L'armure d'un cavalier du Nord s'est brisée. L'homme est tombé de son cheval. L'Idaho a pris sa décision et a achevé son ennemi. L'Idaho a transpercé le visage d'un cavalier du Nord, tuant un ennemi et gagnant un attribut. 0.21 En entendant le message du système, l'Idaho pensa en lui-même. Pas étonnant que ce soit des cavaliers du Nord. Leur condition physique est déjà bien supérieure à celle des soldats ordinaires du Nord. À ce moment, les actions de l'Idaho ont également complètement réveillé les cavaliers du Nord autour de lui. Les cavaliers du Nord de la première rangée utilisaient encore leurs lances pour se défendre. Les cavaliers du Nord de la deuxième rangée avaient déjà dégainé leurs longs sabres et se précipitaient sur l'Idaho. Voyant cela, l'Idaho a directement sauté sur le cheval du cavalier du Nord qu'il avait tué. Il a également riposté avec son sabre. De l'autre côté, face à l'attaque concentrée de l'armée du Nord, la défense des cavaliers du Nord était impénétrable. Mais personne ne s'attendait à ce qu'il y ait un individu étrange comme l'Idaho dans la foule. Il a réussi à percer la défense des cavaliers du Nord. Cela a créé une brèche dans la formation des cavaliers du Nord. Liu, le commandant adjoint, a une certaine vision militaire pour être devenu un commandant de 100 hommes. Il a immédiatement vu cette surprise inattendue de 9527 et a ordonné aux hommes de l'aile droite d'attaquer tous la position de 9527. Cet ordre a également permis à l'Idaho de soulager une partie de la pression des cavaliers du Nord. Après tout, sa force physique 4 à 5 fois supérieure à la normale était effectivement forte. Mais pas assez pour se déplacer librement parmi des cavaliers du Nord bien entraînés sur le plan militaire. Face à des armes imprévisibles, son corps de chair et de sang aurait du mal à résister. Dans le cercle d'encerclement, face à la coopération tacite de cavaliers du Nord, il était déjà impressionnant qu'ils puissent se défendre. Avec le soutien du commandant adjoint Liu, l'Idaho, qui avait été réprimé pendant un moment, a enfin eu l'occasion d'utiliser sa force. Monté sur un cheval, il a chargé à travers la formation avec son sabre. Tous les chiens qui se trouvaient sur son chemin ont été frappés par son sabre. De plus, ses coups étaient très lourds. De nombreux cavaliers du Nord, sans s'en rendre compte, ont été décapités par lui d'un coup. D'autres, encore plus malchanceux, ont été frappés à un point faible de leur armure et ont été horriblement tués. Bref, là où l'Idaho frappait, il y avait du chaos. Le commandant adjoint Liu était chanceux de voir la performance de l'Idaho, reconnaissant d'avoir trouvé cette existence spéciale, 9527, parmi les troupes qu'il avait appelées. Sinon, cette fois, sans parler de vaincre les cavaliers du Nord, il était incertain qu'il puisse rentrer vivant. Après y avoir pensé, il a regardé la bataille qui s'intensifiait et a décidé de rejoindre le combat. Pendant ce temps, l'Idaho a chargé sauvagement à travers la formation. Après avoir chargé à mi-chemin, il a constaté qu'il n'y avait plus personne devant lui. Il s'est rendu compte qu'il avait chargé trop loin et avait directement franchi le cercle d'encerclement des cavaliers du Nord. En voyant les cavaliers du Nord blessés par la mêlée, tomber les uns après les autres sous les coups de leurs propres hommes, il a ressenti une douleur intense. C'étaient tous ses attributs. Il a donc décidé de faire demi-tour. Il a tapé sur son cheval avec son long sabre et s'est de nouveau lancé dans la bataille. Cette fois, l'Idaho avait appris. Il ciblait délibérément les formations de cavaliers du Nord qui pouvaient rapporter des points de vie. Par conséquent, le système lui a constamment envoyé des notifications, tuer un ennemi rapporte 0.2 d'attribut. Tuer un ennemi rapporte 0.2 d'attribut. Tuer un ennemi rapporte 0.19 d'attribut. Tuer un ennemi. Les attributs disponibles dans le panneau de l'Idaho ont également commencé à augmenter continuellement. C'était parce que l'Idaho était trop visible. Attira rapidement l'attention du chef de la cavalerie des barbares du Nord. Dès que leur formation de cavalerie fut détruite, il remarqua cet homme de grande taille. Au début, il pensa que c'était un coup de chance de l'adversaire et n'y prêta pas beaucoup d'attention. Leur cavalerie barbare du Nord serait toujours capable de résoudre tous les soldats de grande taille. Cependant, comme cet homme de grande taille ne mourrait pas et décimait au contraire leur cavalerie barbare du Nord, il comprit enfin que cet homme de grande taille n'était pas simple. À ce moment-là, il décida de s'occuper personnellement de tuer l'adversaire. De l'autre côté, l'Idaho collectait joyeusement des points d'attribut. Soudain, il sentit un frisson dans son dos. Meurt, la seconde suivante.
Une voix accompagnée d'un sifflement se fit entendre derrière sa tête. Il se baissa instinctivement et un éclair de lame effleura l'arrière de sa tête. À ce moment, le dos de Lidao fut couvert de sueur froide. C'était la première fois depuis sa renaissance qu'il était si proche de la mort. Mais ce n'était pas fini. La longue épée, n'ayant pas réussi son coup, revint rapidement pour une seconde attaque. Cette fois, Lidao réagit et leva directement son épée pour parer. Instantanément, il sentit une force terrifiante venir de la lame. La force qui n'avait jamais failli perdit son efficacité à ce moment-là. Mais rapidement, Lidao retrouva ses esprits après sa surprise. C'est un champ de bataille. Une seule distraction pourrait lui coûter la vie. Petit, tu n'as plus l'occasion d'être arrogant. Voyant Lidao tomber de son cheval, le chef barbare du Nord esquissa un sourire triomphant et s'apprêta à frapper à nouveau. Ce coup était extrêmement rapide et arriva devant Lidao en un clin d'œil. Astérisque clang, astérisque. Avant que Lidao ne puisse esquiver, une épée surgit soudainement sur le côté, bloquant l'attaque du chef barbare du Nord. Lidao réalisa alors qu'il ne savait pas quand le vice-chef Liu était arrivé à ses côtés. Le vice-chef Liu jeta d'abord un regard à Lidao. Puis il se tourna vers le chef barbare du Nord. Sale barbare du Nord, utiliser un guerrier de l'après-ciel, un tel guerrier. Pour intimider un homme ordinaire n'est pas très bien. Guerrier de l'après-ciel? Entendant ces mots, Lidao fut perplexe. Un souvenir d'enfance lui revint soudain en mémoire. À cette époque, les souvenirs de Lidao n'avaient pas encore été ravivés, et il n'était pas en Yuan Duo. Son père de cette vie était son père. Il n'était pas aussi grand qu'actuellement, il n'avait que 7 ans. Il se souvenait aussi qu'à l'époque, il n'était pas seul, il y avait 2 petites filles à ses côtés. L'une était sa sœur. Et l'autre, le seul. Lidao resta un peu stupéfait. L'autre était sa fiancée. Mais cela n'avait plus d'importance. Dans sa mémoire, son père avait fait venir de l'extérieur un vieux taoïste vêtu d'une robe taoïste qui avait l'air d'un vieux taoïste. Maintenant. Sa force mentale est près de 5 fois supérieure à celle d'une personne ordinaire. Il se souvenait donc même de la conversation entre son père et le vieux taoïste en robe taoïste à l'époque. Maître taoïste, aujourd'hui je vous ennuie. Pas du tout. Le test de talent est une affaire du département. Alors je vous en prie. Après avoir échangé avec le taoïste, son père. Dans sa mémoire, le taoïste plaça sa main sur le poignet de la petite sœur de Lidao. Après quelques respirations, le taoïste retira sa main. Le père demanda, Maître taoïste. Quel est le talent de ma petite fille? Le taoïste sourit légèrement et hocha la tête. Son potentiel est double, il peut cultiver. En entendant cela, le père eut l'air joyeux. C'est bien qu'il ait du potentiel, c'est bien. Ensuite, le taoïste posa sa main sur le poignet de sa fiancée. Cette fois, il attendit une dizaine de respirations. Le taoïste ne relâcha pas sa prise, son expression changeait continuellement, et il finit par montrer une expression de satisfaction. Je ne m'attendais pas à ce que je vois aujourd'hui un potentiel exceptionnel, comme la légende le raconte. Le taoïste regarda sa fiancée et secoua la tête. Dommage, dommage, c'est une fille. Le père, surpris par le potentiel de sa fiancée, revint à lui et demanda, Maître taoïste, pourquoi le potentiel de YER est-il dommageable? Y a-t-il un problème avec son corps? Le taoïste secoua la tête et sourit amèrement. Je me suis aussi mal compris. Ce que le maître taoïste a dit, c'est que c'est dommage pour la secte à laquelle il appartient. Un potentiel exceptionnel est rarement vu en un siècle. C'est dommage que la secte où il se trouve ne puisse pas accepter de disciples féminines. Ne serait-il pas dommage de manquer un tel disciple? Le père demanda, alors qu'en est-il de YER? Le taoïste le calma. Je suis aussi rassuré. Bien que la secte Baïen où je me trouve ne puisse pas accepter de disciples féminines. Mais je connais une secte qui accepte exclusivement des disciples féminines. Elle s'appelle Yaoshi. Ce devrait être l'endroit le plus approprié pour elle. Le père comprit et hocha la tête, puis posa son regard sur moi, jeune. S'il vous plaît, maître taoïste, mesurez aussi mon potentiel. Le taoïste remit sa main sur mon poignet. Quelques respirations plus tard. L'expression du taoïste changea à nouveau. Mais ce n'était pas l'expression initiale de satisfaction, mais une expression complexe. Après avoir retiré sa main, le taoïste secoua la tête et soupira. Maître, mon potentiel. Voyant le visage de l'homme changer, mon père eut une légère prémonition inquiétante. Le taoïste secoua la tête. Je vais vous dire franchement. Votre fils est né avec une veine bloquée et ne peut pas cultiver. Une veine bloquée à la naissance? Pour cultiver, il faut des canaux dans le corps par lesquels le QI peut circuler. Les pratiquants appellent cela des méridiens. Et selon mes mesures, votre fils n'a pas ces méridiens dans son corps, il ne peut donc naturellement pas cultiver. Je vois. Le père soupira, mais se résigna bientôt à la situation. S'il ne peut pas cultiver, qu'il ne cultive pas. Quand il héritera de mon titre, ce sera bien qu'il soit un homme ordinaire. Avec cela, le souvenir de Lidao s'achève à peu près. Il se souvient que peu de temps après, sa fiancée fut emmenée par une femme éthérée avec une aura céleste.
Ma petite sœur fut également emmenée par une femme du même genre. Pour devenir sa disciple et apprendre la culture. Seul moi, depuis mon enfance, mes parents n'ont plus été sévères avec moi. Mais semblaient vouloir que je vive une vie libre et insouciante. Ce souvenir a continué jusqu'à cette vie, lorsque mes parents sont décédés accidentellement. Depuis lors, sans personne pour me surveiller, j'ai encore plus laissé libre cours à mes envies, devenant un fils dégénéré, jusqu'à ce que je commette l'offense d'enivrement. Ma mémoire s'est ravivée, j'ai sali sa réputation, puis j'ai été jeté dans la fosse des condamnés à mort. Autrement dit, Lidao avait été exposé à la cultivation à l'âge de 7 ans, mais à cause de problèmes de démission, il n'avait pas pu s'y consacrer officiellement. Cela signifie donc que les soi-disant maîtres de cultivation existent réellement. J'ai des sentiments mitigés à ce sujet. Je pensais qu'avec mon système, je serais rapidement invincible à l'ère des armes froides. Mais maintenant, ces maîtres de cultivation apparaissent. Bien que je ne sache pas à quel point ils sont puissants. Vu la technique du chef des barbares du Nord, les maîtres de cultivation ne sont absolument pas faibles. Au minimum, mon corps est maintenant 5 fois plus fort que celui d'une personne ordinaire. Affronter ces maîtres de cultivation sera un peu difficile, mais je vais rapidement ajuster mon état d'esprit. Ce ne sont que des maîtres de cultivation. Tant que j'ai mon système, même s'il ne fait qu'augmenter ma force physique. Mon avenir ne sera absolument pas inférieur à celui de ces soi-disant maîtres de cultivation. Je dois juste continuer à devenir plus fort, petit à petit. Quant à ce qui se passera plus tard, nous verrons plus tard. Dans mon esprit, des siècles ont passé, mais dans la réalité, ce n'est qu'un instant. Devant moi, le chef Liu et le chef des barbares du Nord s'affrontent avec leurs sabres. Les deux camps ont immédiatement commencé à se battre férocement. Avec la technique du sabre du vent sauvage, le chef des barbares du Nord a crié et a agité son long sabre, créant des traînées fantomatiques. Il visait directement le visage du chef Liu. Le vent s'est mêlé au tranchant de la lame. Face à cette scène, le chef Liu n'a pas ralenti non plus son maniement du sabre. Les deux ont frappé l'air, créant d'innombrables étincelles. Leur combat était comme un tourbillon qui balait les nuages, et les gens autour n'osaient même pas s'approcher. Avec ma force physique 5 fois supérieure à celle d'une personne ordinaire, même de près, je ressens une légère sensation de picotement sur ma peau. Du cuit, je regarde le flux d'air jaillissant entre eux et je pense. Rapidement, je me ressaisis. Ce n'est pas le moment. Ce dont j'ai besoin, c'est de devenir plus fort rapidement. Panneau. Maître. Lidao. Constitution, 4,7. Attributs disponibles, 2,13. En regardant les attributs disponibles sur le panneau, je décide de tout mettre dans ma constitution. Maître. Lidao. Constitution, 6,84. Attributs disponibles. 0. Dans la seconde suivante, une chaleur familière se produit dans mon corps, parce que j'ai ajouté trop de points à la fois. Ma peau rougit à cause du bouillonnement de mon sang et de mon énergie. En même temps, une sensation de puissance terrifiante émane de mon corps. Cette explosion soudaine de puissance me donne une envie de me décharger. À ce moment-là, un soldat barbare du Nord a remarqué mon anomalie. Il pensait avoir trouvé une opportunité. Il s'est précipité et a donné un coup de sabre. Cependant, la lumière du sabre est arrivée avant lui. Un sifflement se fait entendre. La lumière du sabre a passé et l'armure du soldat s'est brisée. Une traînée semblante s'est projetée dans les airs. J'ai gagné 0,24 attributs en tuant un ennemi. Et ce n'est que le début. Je saute sur mon cheval, ma main droite tenant mon sabre, et je me relance dans la mêlée. Sans la présence du chef des barbares du Nord. Partout où je passe, les soldats barbares du Nord sont renversés. Après avoir ajouté des points à nouveau, sur le champ de bataille, à part le chef Liu et le chef des barbares du Nord. Personne ne peut m'arrêter. Personne n'est mon égal. Et ainsi, la vitesse à laquelle j'accumule des attributs devient de plus en plus rapide. J'ai gagné 0,21 attributs en tuant un ennemi. J'ai gagné 0,18 attributs en tuant un ennemi. Tuer un ennemi rapporte 0,23 points. Ils sont apparus sur l'écran, attirant de nombreux soldats. Ils ont commencé à suivre spontanément Lidaochon. En peu de temps, la cavalerie, qui avait un léger avantage, a été rapidement dispersée. Les soldats ont massacré les cavaliers barbares du Nord. Ce mouvement a rapidement attiré l'attention du chef barbare. Et de l'adjoint Liu. L'adjoint Liu, voyant la scène, était ravi. Au contraire, le chef barbare avait le visage noir. Il n'aurait jamais imaginé avoir fait assez bien. Comment le champ de bataille en est-il arrivé là? L'adjoint Liu a bloqué une attaque en riant. Envers ces barbares, les Shu doivent se rendre rapidement. Se rendre? Le chef barbare a crié avec rage. Nous, la cavalerie barbare du Nord, ne nous rendrons jamais. Tuez, cria le chef barbare, son aura soudainement décuplée. Cela a surpris l'adjoint Liu, qui a crié, espèce de tricheur. Utiliser des percées soudaines? Le chef barbare, après avoir repris ses esprits, était aussi surpris. Sentant les changements dans son corps, il éclata de rire, ah, que les dieux de la guerre me bénissent. Je suis parvenu à la 8e étape de l'entraînement martial.
Il regarda l'adjoint Liu avec un sourire glacial. Maintenant, comment comptes-tu m'arrêter? Une fois de plus, le chef barbare et l'adjoint Liu se sont affrontés. Contrairement à avant, grâce à sa percée, sa lame était plus lourde et plus rapide. Astérisque clang astérisque. Le long sabre de l'adjoint Liu s'est soudainement brisé en deux. Son visage a perdu toute couleur. Meurs. Le chef barbare a ri et a abattu son sabre. Il semblait prêt à couper l'adjoint Liu en deux. Voyant cela, les pupilles de l'adjoint Liu se sont rétrécies, donnant l'impression que sa fin était proche. À ce moment précis, un long sabre s'est planté entre eux, bloquant l'attaque. L'adjoint Liu a été tiré hors de portée du chef barbare, qui, voyant que ses efforts étaient une fois de plus contrariés, le chef barbare a rugi de colère. En voyant clairement, il s'est mis encore plus en colère, car celui qui l'avait sauvé était la personne qui l'avait contrarié. Li Dao a regardé l'adjoint Liu, qui l'avait sauvé, et a souri. Adjoint Liu, je vous ai sauvé une fois, je vous ai rendu l'appareil. Nous sommes quittes. L'adjoint Liu a ri en reprenant ses esprits. Pas quitte. Vous aviez encore la force d'esquiver avant. Je me suis contenté d'attendre la mort. Donc je vous dois une fois. Il a jeté un coup d'œil au chef barbare d'en face, qui semblait vouloir manger quelqu'un. Cependant, si vous voulez que je vous rembourse, résolvons d'abord ce type. Laissez-moi faire. Li Dao a dit directement. Laissez-moi faire? L'adjoint Liu était perplexe. Il voulait dire qu'ils devraient y aller ensemble, mais il ne s'attendait pas à ce que ce 9527 veuille combattre seul. Li Dao a hoché la tête. Laissez-moi faire. Je ne veux pas que vous me voliez le mérite. Le mérite n'est pas important. Ce qui compte, c'est que je ne veux pas qu'on me pique mes trophées. L'adjoint Liu a vu le mérite de guerre. Je n'ai jamais vu quelqu'un se battre pour le mérite comme ça. Il cherche juste le mérite sans craindre sa vie. Voyant que Li Dao avait pris sa décision, le vice-chef Liu ne pouvait rien dire d'autre qu'une chose, fais attention. De l'autre côté, le chef de la brigade du Nord barbare savait qu'il avait changé d'adversaire, mais il n'était pas du tout inquiet. Car à ses yeux, ce beau parleur devant lui était plus faible que le précédent, n'ayant pas atteint le niveau où Tian 100 rang auparavant. Il a pu le résoudre, et maintenant qu'il a progressé, ce sera encore plus facile à résoudre. Tuer. Le chef de la brigade du Nord barbare, sans dire un mot, dégaina son épée et chargea Li Dao. Li Dao tenait son épée longue. Il fonça résolument, et d'un swish, les deux épées se heurtèrent rapidement. À cet instant, tous deux furent stupéfaits, réalisant tous deux la force plus pesante de l'adversaire par rapport à avant. L'instant du dieu du champ de bataille n'a duré qu'un instant. Bientôt, les deux ne purent s'en soucier et se battirent au corps à courte distance. Non loin de là. Le vice-chef Liu fut également surpris de voir la férocité de Li Dao. Comment ce 9527 peut-il être plus féroce qu'avant? Li Dao et le chef de la brigade du Nord barbare se battirent. Les deux camps s'échangèrent des coups. Soudain, après une collision, les deux se séparèrent naturellement. Le chef de la brigade du Nord barbare tenait son épée d'une main. Et l'autre main tenait les rênes, ricanant, si ce sont tes seules compétences. Alors tu n'es pas loin de la mort. Li Dao sourit légèrement, essaie. Essaie et on verra. Après avoir dit cela, le chef de la brigade du Nord barbare chargea à nouveau. En s'approchant de Li Dao, ses mouvements de main changèrent soudainement. La technique de l'épée Wang Song. Cette fois, l'épée du chef de la brigade du Nord barbare dessina d'innombrables images rémanentes dans l'air. Elle devint également plus rapide et plus lourde. Voyant cela, le chef de la brigade du Nord barbare eut un sourire encore plus satisfait sur son visage. Il préparait cette attaque depuis longtemps pour prendre l'adversaire par surprise. De l'autre côté, Li Dao remarqua également le changement dans le coup d'épée du chef de la brigade du Nord barbare, mais il attendait ce moment. Ajoute des points. Une pensée traversa son esprit, et tous les points de compétence collectés précédemment furent ajoutés à son physique. Instantanément, une force explosive s'ajouta à Li Dao. Sous l'action de cette force, le coup d'épée de Li Dao fut extrêmement rapide, si rapide qu'il traversa en un clin d'œil. Avec un clang, au milieu du son de collision des armes, Li Dao et le chef de la brigade du Nord barbare se croisèrent en profondeur. Cette fois, une coupure apparut sur le bras droit de Li Dao, et du sang coula de la blessure. Clang! La lame se brisa. Mais, ce qui se brisa n'était pas l'épée de Li Dao, mais l'épée du chef de la brigade du Nord barbare. À cet instant, les yeux du chef de la brigade du Nord barbare étaient embués. Il marmonna, j'ai perdu. L'instant d'après, son armure se fissura de partout, de la nuque à la taille. D'innombrables éclaboussures de sang jaillirent des fissures. Parallèlement, le son d'un vide du système résonna dans l'esprit de Li Dao. Shadi a obtenu 0,69 attributs. En voyant le message du système, Li Dao ne put s'empêcher d'être surpris. En calculant les attributs lâchés par Shadi à un dixième, l'attribut global du chef de la brigade du Nord barbare était au moins plus de 7 fois supérieur à celui d'une personne ordinaire. Cependant, il avait remarqué auparavant que la force physique du chef de la brigade du Nord barbare n'était pas très élevée, peut-être seulement 2 ou 3 fois celle d'une personne ordinaire. Et pourquoi a-t-il obtenu autant d'attributs? Probablement parce qu'il est un pratiquant,
possédant certains attributs qu'une personne ordinaire n'a pas. Par exemple, le QI interne. L'Idaho thought, and added the attribute dropped from the North Barbarian leader to himself. L'instant d'après, une chaleur familière apparut, mais par rapport à avant, sa sensation n'était pas aussi intense. C'est peut-être parce que son physique s'est adapté à ce niveau de puissance. Physique, 9.38. Attributs utilisables, esprit. En voyant ça, l'Idaho esquisse un sourire. Un physique presque 10 fois supérieur à la normale, il est déjà proche de son objectif initial. Cependant, il est temps d'augmenter ses propres objectifs. Après tout, si tout le monde est normal, alors autant laisser tomber. Sans quelques centaines de points de physique, il aura du mal à se sentir en sécurité. De l'autre côté, dans le camp de cavalerie du Nord, après le combat, le commandant adjoint Liu qui observait, Ji-il, pensait que 9527 pourrait tenir une dizaine de rounds contre le commandant de cavalerie du Nord. Mais il ne s'attendait pas à ce que 9527 puisse tuer son adversaire. Après la surprise, vint l'excitation. Voyant le commandant de cavalerie du Nord tomber mort, il cria aussitôt à voix haute autour de lui, « Votre commandant est mort. Pourquoi ne vous rendez-vous pas vite? Le commandant est mort. » Wensheng. Les cavaliers du Nord survivants tournèrent leur regard furieux, car l'armure du commandant de cavalerie du Nord était différente de celle des simples cavaliers du Nord. Cela fut vite remarqué. Voyant le commandant de cavalerie du Nord mort gisant au sol, le moral des cavaliers du Nord chuta instantanément. Leur puissance de combat diminua également rapidement, ils ne purent même plus maintenir leur formation. La mort du commandant signifiait qu'ils n'avaient presque aucune chance de gagner. Finalement, un cavalier du Nord ne put supporter la peur de la mort, jeta son arme, descendit de cheval et se rendit. Quand il y en eut un, il y en eut un deuxième, un troisième. Bientôt, les cavaliers du Nord restants descendirent également de leurs chevaux et se rendirent. En voyant cela, l'Idaho ne sut pas quoi dire pendant un moment. Il aurait mieux valu ne pas s'occuper d'abord du commandant de cavalerie du Nord, mais de ses cavaliers du Nord. Mais en y repensant, s'il n'était pas intervenu, le commandant adjoint Liu serait certainement mort aux mains du commandant de cavalerie du Nord.